Voilà la plus belle créature de tous les temps. Et c'est vrai. Alors ce que vous avez devant vous, c'est un tableau qui est certainement un des 10 tableaux les plus importants en matière de peinture du 19e siècle, des collections pourtant riches de la National Gallery de Londres. C'est le portrait de Inès Moitessier, assise, ce qui veut donc dire que vous pouvez vous attendre à revoir la dame debout au cours de la conférence. Inès Moitessier, assise, qui a été peinte dans les toutes grandes années du peintre de ce soir, donc de Ingres, en 1856, et qui a été considérée, et qui continue à être considéré aujourd'hui encore comme un des plus beaux portraits dans le style Second Empire, en tout cas, que l'on ait jamais créé. Et le fait est, mais vous avez le temps de l'admirer, j'imagine, que cet extraordinaire rapport entre la précision du rendu de la soie, ce côté complètement aigu dans les bouquets, et la mollesse, mais qui n'est qu'apparente en fait, de la chair, de la peau, de l'épiderme, de tous ces passages extraordinairement fluide, par exemple entre le visage, le cou, l'épaule et le bras. Ce contraste donc crée une espèce de mystère fascinant dans cette œuvre et en fait vraiment un très grand moment de peinture. Or, chose incroyable, le plus grand portraitiste de tous les temps détestait le portrait. Il a même dit, il a même écrit « Portrait, que t'ai-je fait ?» Ce qui montre bien l'appréhension d'Ingres quand il abordait un modèle. C'était un ami intime et quasiment quotidien qui a dit à Ingres qu'une certaine Madame Moitessier avait très envie de voir son portrait. Ingres a envoyé balader cette Madame Moitessier qu'il n'avait jamais vue, jusqu'au jour où, au hasard d'un dîner, Inès Moitessier est apparue. Et alors là, tout Paris la connaissait parce que, vous savez, c'est la grande époque où on aimait les dames, on disait ça à la Junon à l'époque, c'est une façon de dire enveloppée, si j'ose dire. Alors, cette beauté à la Junon a infiniment frappé Ingres, très amateur du genre, et du coup, il a imprudemment, je peux dire, accepté le portrait de Madame Moitessier. Et, tenez-vous bien, la première séance a eu lieu le 1er novembre 1844, la livraison du portrait le 13 décembre 1856. Il faudra 12 ans à Ingres pour arriver à bout de ce portrait. Alors, il l'oublie, il y revient. Il a des pépins, des commandes plus urgentes, il y revient. Il l'oublie vraiment, il le met derrière une armoire. Alors Madame Moitessier, très gentiment, lui écrit. Alors il lui dit que vraiment ça ne va pas du tout et peut-être qu'il faudrait tout recommencer à zéro en mettant sa fille, parce qu'entre-temps il y a une fille. Alors on pourrait rajouter la fille, alors on fait venir la fille, puis la fille est vraiment trop turbulente, ça ne va pas. Alors plus de fille, et on recommence. C'était une aventure qui a duré 12 ans. Et la ténacité d'Inès Moitessier a fini par avoir raison de Ingres. Il a livré donc en 1856, la dame avait peut-être pris une petite ride de ci, de là, Ingres a livré ce portrait, et ce portrait demeure le plus beau, ou l'un des plus beaux qu'il ait jamais peint. Cela étant, j'aimerais revenir à la date maintenant pour faire toujours ce petit bilan d'histoire que j'aime bien faire. Nous sommes en 1856. La dernière fois, nous étions, souvenez-vous, en pleine épopée napoléonienne. Inutile de dire que le monde a changé. L'Empire est tombé, l'Empire a basculé, et même Napoléon Ier est mort quelque part très loin à Sainte-Hélène. Après la mort de Napoléon, il y a eu la Restauration, et se sont succédés sur le trône de France Louis XVIII, Charles X, Louis-Philippe, la République, cette espèce de semblant d'une drôle de chose qui était une république à président, lequel président s'appelait Napoléon, comme chacun sait, et la restauration de l'Empire, le Second Empire de Napoléon III. Et en fait, en 1856, Napoléon III règne déjà, et depuis un temps, sérieux sur le destin de la France. Il a, je vous le rappelle, reçu la couronne impériale le 2 décembre 1852. C'est donc vous dire que de la dernière fois à cette fois-ci, il s'est passé les choses les plus extraordinaires qui soient. On avait commencé mardi passé à la Révolution, on l'a vu tomber et on a vu naître un empire. On voit tomber cet empire et on voit renaître un royaume. On voit ce royaume se passer comme ça de main à main la couronne pendant 3 règnes. Puis, nouvelle révolution, république, et on sort de cette république pour créer un deuxième empire. Chacun sait cela. Mais toujours est-il donc qu'en 1856, c'est bien une France impériale que nous retrouvons sous le règne donc de Napoléon III. Sur le plan des événements, appelés culturels de cette année 1856, il y a des choses extrêmement intéressantes, puisque un personnage dont on parlera beaucoup, mais dont on commence déjà à parler alors, et qui
illustrera à Lausanne, fait paraître un livre détonnant. Ce monsieur s'appelle Viollet-le-Duc et il publie son dictionnaire raisonné de l'architecture française, 1856. Et je vous rappelle que ce sera la relance de tout l'esprit d'intérêt pour le Moyen-Âge, la relance pour tout l'esprit historiciste en matière d'histoire de l'art et surtout de restauration, et que l'importance de Viollet-le-Duc sera énorme pour toute la fin du 19e et je dirais même pour une bonne partie du 20e siècle. Il est vrai que Viollet-le-Duc a parfois été abusif, il est vrai qu'il est à la mode de sourire avec condescendance quand on prononce son nom, mais néanmoins, en 1856, c'est une reconsidération complète du patrimoine culturel et artistique que Viollet-le-Duc propose, et cela, c'est infiniment important, croyez-moi. Cette même année 1856, les rotatives, il n'y en avait certainement pas encore, les imprimeries vont bon train, puisque à côté de Viollet-le-Duc, il y a Victor Hugo. Victor Hugo qui publie ses Contemplations. D'un autre côté, c'est le cas de dire, il y a Baudelaire qui publie ses Fleurs du Mal. Donc c'est l'année des Fleurs du Mal, ce qui est assez étrange. Cette beauté opiacée est absolument l'égérie des dames des Fleurs du Mal. On aura l'occasion d'en reparler bien sûr. Et troisième personnage dans la grande littérature, après Hugo, Baudelaire, c'est Flaubert qui publie son plus grand chef-d'œuvre, c'est Madame Bovary. Alors avouez que ça nous fait une brochette assez extraordinaire entre Hugo, Baudelaire et Flaubert, c'est vraiment tout le grand 19e siècle qui est à l'honneur. La musique, en tout cas la musique française, la scène de la grande musique s'est déplacée plus vers le nord et c'est l'année où Wagner présente sa Valkyrie. Il y aurait bien sûr des tas d'autres noms à citer, je les cite simplement sans parler plus avant, mais comme ça vous resituera dans la brochette des gens qui fréquentaient, côtoyaient et qui étaient pour certains des amis. Victor Cousin, Auguste Comte, Hippolyte Taine, Alexandre Dumas, Franz Liszt, Giuseppe Verdi, qui à propos présente sa Traviata cette même année-là d'ailleurs, Gounod, qui n'a pas encore réalisé les grands chefs-d'œuvre qu'il aurait mis en place, mais qui est en train de s'y préparer, et en peinture, Courbet, qui vient de faire scandale avec ses baigneuses, et Millet qui fait pas mieux avec son Angélus. Autrement dit, et là aussi, vous voyez que notre Ingres se situe entre le grand romantisme dont il est au fond issu et ce qu'on appellera bientôt le réalisme, c'est-à-dire l'apogée de Courbet et Millet en particulier. Une dernière nouvelle à vous donner à propos de 1856, mais elle est importante. Monsieur Jean-Auguste Dominique Ingres fête dignement ses 76 ans. Autrement dit, ce que vous venez de voir, ça a été peint par un monsieur qui a 76 ans, si vous préférez. Ce qui est quand même assez extraordinaire, vu l'acuité d'une part, la sensualité d'autre part, la poésie de troisième part et l'esprit aventureux d'un portrait comme celui-ci. À 76 ans, même aujourd'hui, il paraît qu'on commence à parler de vieillard. Pour aborder le sujet, il faut maintenant voir dans quel contexte Ingres est entré en religion, c'est-à-dire dans quel contexte il a fait ses études d'art et d'histoire de l'art. Parce que, croyez-moi, c'était surtout pas l'esprit bovaro, baudelairo, wagnérien du portrait de Madame Moitessier. Avant, c'est-à-dire dans les premières œuvres de Ingres. Il faut donc bien sérieusement maintenant serrer un peu le champ culturel qui est celui dans lequel il a entré, donc celui qu'il a formé, ne serait-ce que pour voir ensuite quel énorme travail a été de s'en sortir et de créer cette forme d'esthétisme nouveau qui sera le sien. Ingres est un pur produit du néoclassicisme, je dirais même officiel. Voilà donc pourquoi il faut que nous y revenions. Je vous rappelle que le néoclassicisme, c'est ce grand mouvement qui va occuper tous les arts. L'architecture, la sculpture, la peinture, les arts mineurs, mais aussi l'ornemanisme, la mode, tout littéralement, entre 1764 et 1815. Je répète ces dates, 1764 et 1815. C'est un mouvement qui va conditionner littéralement l'Europe entière dans tous les domaines d'expression artistique, obligeant toutes les sociétés, toutes les cours et tous les mondes à vivre une espèce de nostalgie extraordinaire des temps héroïques de la Grèce et de Rome. Autrement dit, tout sera fait à l'imitation de l'art de la Grèce et de Rome. Alors du coup, ça resitue naturellement pour vous mieux les choses. C'est l'époque des incroyables et surtout des merveilleuses, vêtues de tuniques diaphanes, comme à Athènes au 5e siècle, du moins le croyait-on.
C'est l'époque où on s'assied sur des chaises qui ont forme de curule, c'est l'époque où on vit dans des boudoirs peints de sujets pompéiens, c'est l'époque où on habite des châteaux à frontons et à colonnes, si possible doriques. Bref, c'est l'époque de cette grande nostalgie des temps passés, cette grande nostalgie de plus de 2000 ans auparavant, où les gens étaient purs, les gens étaient bons, les gens avaient le sens des valeurs, pratiquaient les valeurs. Bref, le néoclassicisme se veut être un style moral, et dans son austérité, sa simplicité et sa pureté, il prétend retremper les sociétés dans cette moralité de l'aube des temps. Car il y a, chez tout néoclassique, un moraliste qui sommeille. En effet, il s'agit vraiment, et tous l'ont dit, d'oublier les affaîtries du rococo pour arriver à la simplicité et à la pureté rêvée. Il y a un texte merveilleux de Greuze qui dit « Prenez une jeune fille de 15 ans et asseyez-la dans une méridienne rococo avec toutes ses volutes, ses sens vont chanceler. Tandis que si vous la mettez sur une chaise à pied droit, elle restera sérieuse. » Moi, je trouve ce type d'explication absolument formidable. Vous voyez, en fait, la vertu dépendant du siège. On voit pas tout ce qu'on ne voit pas. Alors, ce fameux style, ce fameux esprit, cette fameuse morale néoclassique a donc des dates que j'ai données précises, 1764-1815. Pourquoi ces dates? C'est en 1764 que l'Europe reçoit ce qui sera la Bible du néoclassicisme, le livre, l'ouvrage, la somme de recherche dans laquelle il y a tout. Pour l'architecte, pour le sculpteur, pour le peintre, pour le couturier, il y a tout pour tout le monde. C'est vraiment l'ouvrage par excellence. Alors cet ouvrage a été signé par Winkelmann, le fameux Winkelmann, grand historien d'art, c'est vrai, mais surtout grand essayiste, qui publie donc son Histoire de l'art chez les anciens. Un des ouvrages qui sera certainement les plus diffusés à la fin du XVIIIe. Ça, c'était donc pour vous justifier la date de départ, 1764. Quant à la date de fin 1815, il n'y a pas besoin de beaucoup d'imagination pour avoir vu que ça coïncidait avec la chute de l'Empire, et il suffit de savoir que Napoléon Ier a adopté le style néoclassique comme le style officiel, que tous les meubles de la cour, que tous les vêtements de la cour, que toutes les draperies de la cour ont été néo-athéniennes pendant toute la durée de l'Empire, et que donc, à la chute de l'Empire et à la chute de Napoléon, les restaurateurs de l'autorité feront tout pour faire oublier cet art inspiré de la Grèce et de Rome, cet art pseudo-vertueux. Donc en 1815, je peux vous garantir que le fabricant de meubles ou l'ébéniste qui aurait eu l'imprudence de refaire une curule se voyait privé de toute commande parce que c'était un acte considéré comme anti-civique. Alors, je me suis dit que ça vous intéresserait d'en avoir quelques visions de cette antiquité première. D'abord, voici M. Winkelmann. Bon, excusez la photo, elle n'est pas géniale, c'est le frontispice de son Histoire de l'art chez les anciens. C'est donc 1764, 4 ans avant sa mort. Et donc, toute la deuxième moitié du XVIIIe et toute la première tranche du XIXe vont être véritablement au sceau de l'Antiquité. Je n'en voulais qu'un exemple, j'ai donc pris le plus prestigieux. Vous êtes ici tout près de chez nous, vous savez bien, vous êtes à Chaux, ou si vous préférez à Arquessenan, où dès 1775, Claude Nicolas Ledoux construisait les fameuses salines qui sont aujourd'hui restaurées d'ailleurs et donc encore debout, mais donc parfaitement illustratives de l'esprit classique, de l'esprit antique qui se manifestait. Voilà pour l'architecture. Mais comme je vous l'ai dit, tous les arts sont gagnés. Voilà par exemple, c'est un exemple, je dis bien, voilà par exemple pour la sculpture, un artiste obtient le premier prix de l'Académie royale de sculpture de Paris en 1764 et en 1779, il propose ce héros blessé en marbre. Mais vous voyez bien à quel point il est inspiré de l'art antique. Je dirais même que le torse est un pastiche presque avoué du fameux torse du Belvédère que vous pouvez admirer au musée du Vatican. Architecture, sculpture et donc peinture, et là aussi il fallait choisir une œuvre. J'ai choisi celle-là parce que j'ai une tendresse profonde. C'est de Monsieur Gros, ça s'appelle Le Sceau de Leucade, et vous savez sans doute que c'est le moment où Sappho se suicide. C'est le suicide de Sappho, dans une lumière encore très romantique, je dirais, mais alors avec des transparences, des luisances complètement néoclassiques au niveau du drapé et je dirais même du rendu de la figure.
Et donc, il est inutile de dire qu'on aurait pu passer ainsi des heures et des heures et des heures à voir, non seulement dans le domaine français, où je me suis restreint, parce qu'après tout, c'est celui qui nous concerne ce soir, mais dans les domaines anglais, allemand, autrichien, bohémien, c'est la même chose. C'est donc cette espèce de folie antique, cette folie classique, ou plus exactement néoclassique, qui marque tout notre Occident. Et toutes les œuvres que j'ai choisies sont de la première génération du néoclassicisme. Nous allons maintenant devenir plus précis, ou si vous voulez, pénétrer plus précisément, non plus dans tout le domaine occidental, marqué par Winckelmann, mais véritablement dans le domaine français. L'Europe a pour grand prêtre Winckelmann, la France a son grand prêtre à elle. Et ce grand prêtre, c'est David. David, le grand David, va être véritablement l'illustrateur de Winckelmann et celui par qui, en fait, le néoclassicisme est pénétré en force en France. Donc, quelques mots sur David, comme il y a eu tout à l'heure quelques mots sur Winckelmann. Je vous rappelle qu'il est né en 1748, c'est-à-dire bien avant qu'on rêve seulement de néoclassicisme. Il est né en plein Ancien Régime, en plein règne de Louis XV, et il mourra en 1825. C'est l'homme qui a donc connu l'Ancien Régime, toute la Révolution, l'Empire, la Restauration, et certainement l'une des pages les plus fascinantes de l'histoire. Pas facile à vivre, mais fascinante. Il a été élève de Boucher, qui était plus ou moins son cousin, très par la main gauche, mais néanmoins, il a été élève de Boucher, c'est donc dire qu'il a appris le rococo, il a sucé le rococo au sein de Boucher, ce qui n'est pas peu dire. Puis ensuite, il est devenu élève de Vien, Vien qui était déjà un lecteur des premiers écrits de Winckelmann. Il s'est inscrit à l'Académie royale de peinture en 1766, donc toujours très sous l'Ancien Régime, toujours sous Louis XVI et Marie-Antoinette, et il est devenu prix de Rome au sortir en 1774. Bien sûr, en tant que prix de Rome, il habitera la Villa Médicis et par là même il fréquentera les milieux romains, il connaîtra Winckelmann, il connaîtra tous les gens dont je vous ai parlé déjà et ceux dont nous aurons à reparler plus tard. Et rentré à Paris dans les années 1780, il a été considéré comme assez doué pour être entretenu par le surintendant des bâtiments du roi. En 1780, je vous rappelle que c'est encore sous l'Ancien Régime. Et donc, on l'a mis au Louvre, où on donnait aux meilleurs jeunes artistes les ateliers du fameux pavillon de Flore. Il a eu un atelier là. Puis la Révolution éclate, il la traverse bon an mal an, quelques problèmes, mais il la traverse quand même bon an mal an, comprenant tout d'un coup quel intérêt on pouvait avoir à être peintre. C'est-à-dire qu'en fait, ayant compris qu'il s'est mis à peindre les grandes œuvres de la Révolution. Ça a été le serment du jeu de paume, ça a été ensuite le Marat assassiné, et dès lors, il est devenu non seulement peintre, mais je dirais pour ainsi dire peintre politique. Et tout naturellement, quand Bonaparte est devenu Napoléon, David était déjà assez dans la politique pour devenir le peintre officiel de l'Empire. Donc de 1805 à 1815, je dirais, c'était le grand moment du triomphe de David. Mais cet engagement même allait lui coûter très cher. Quand l'Empire est tombé, il a fait partie des purges post-impériales et il a été exilé assez durement, je dirais, assez médiocrement aussi, en Belgique, et il s'est éteint, presque oublié de tous, à Bruxelles en 1828. Alors, vous ayez un tout petit peu parlé de David, mais ça ne suffit pas, bien sûr. J'ai amené un certain nombre d'œuvres pour, au fond, comment dire ça, expliquer maintenant cette carrière étonnante. Peintre, mais peintre engagé, je dirais même peintre de régime, au fond. C'est avant la Révolution française qu'il propose cette œuvre-ci, le fameux Serment des Horaces et des Curiaces, que tout le monde connaît, 1784. Nous sommes donc bien avant la Révolution. Alors, naturellement, c'est déjà dans un esprit complètement néoclassique, parce qu'il y a déjà 20 ans que Winckelmann se bat pour faire triompher, en fait, le goût antique. Donc là, David montre simplement qu'il est à la mode et qu'il connaît ses sources. C'est raide et rigoureux comme un bas-relief romain, c'est grand et noble comme une page de Winckelmann, c'est solennel comme... enfin bref, bon, c'est absolument l'œuvre dans l'esprit du néoclassicisme. Et au salon de 1784, cette œuvre-là va infiniment frappé. Alors David, qui est habile, je répète, comprend parfaitement la leçon et ressort salon après salon des fresques de ce genre-là.
C'est ainsi qu'au salon de 87, par exemple, il propose cette mort de Socrate que vous avez ici, où on va admirer la justesse des attitudes, la noblesse des sentiments, l'exactitude archéologique du moindre objet, du moins c'est ce qu'on croyait à l'époque. Bref, tout ce qui fait la solennité de ce tableau sera particulièrement chanté, donc, au salon de 87. Et rebelote, en 89, il propose le fameux tableau « Les licteurs apportant à Brutus les corps de ses fils ». Et là, ce sera plus un succès, ce sera un triomphe. Nous sommes au début de la Révolution française. Et donc, ce sujet sur le civisme qu'incarne Brutus, qui a sacrifié ses deux fils, et avec quelle grandeur d'âme, je vous le fais remarquer, ce civisme-là est très dans les mœurs, il est très à fleur de peau en 89. Donc, le tableau devient presque le manifeste des aspirations de l'homme révolutionnaire. Et David se trouve, je pense en grande partie, malgré lui, mais se trouve porté en tant que père de la nouvelle éthique révolutionnaire. Ce tableau, en tout cas, y contribuera beaucoup. Et toute la révolution, en fait, David sera comme forcé d'avoir des accents de plus en plus nobles, en même temps que des accents de plus en plus pathétiques, pour chanter des vertus de plus en plus intransigeantes. C'est ainsi qu'à peine l'eau du bain de Marat refroidit, David se rue chez lui pour peindre au naturel, dit-on, le tableau que vous avez ici. Et ce sera de nouveau une gloire invraisemblable. Vous savez que pour la première fois dans l'histoire de l'art occidental, un tableau d'un artiste vivant sera exposé sur une place publique dans une tente et qu'on pourra venir le voir en payant un droit d'entrée. C'est la première fois que ça s'est fait. Depuis, ça s'est refait, il faut dire. Mais c'était la première fois. Et c'est une souscription nationale qui a permis l'acquisition de ce tableau qui a certainement été le tableau le plus célèbre de toutes ces années dites noires de la Révolution française. En tout cas, et bien sûr, cela a associé à jamais notre David à la fortune de l'histoire. Donc, quand les régimes révolutionnaires ont commencé à dégringoler et que le régime consulaire d'abord, puis impérial enfin, a vu le jour, bien sûr, David était toujours fidèle au poste. Voilà donc qu'en 1805, lorsque Napoléon Ier se sacre empereur des Français à Notre-Dame, David est présent et ça donne de nouveau cette formidable tartine historique qu'est le sacre de Napoléon Ier. Je vais me permettre de ne pas entrer dans tous les détails de cette histoire, mais vous savez à quel point ce tableau est artificiel, puisque même d'innombrables personnages qui y sont présents n'étaient pas là au sacre, mais qu'ils ont payé David très cher pour y figurer pour l'éternité, du moins le croyait-il. Alors, cette magnifique carrière va durer donc pendant tout l'Empire. Il n'y aura pas de grand acte impérial qui ne soit au fond sanctionné, je dirais, par une composition de David. Mais ce que l'on constate, et c'est très intéressant de le constater, c'est que devenu un personnage indispensable, devenu un personnage important, devenu un personnage influent, David s'étiole complètement. Tant au fond qu'il a cru aux causes qu'il défendait. C'était l'époque de Brutus, c'était l'époque de Marat. Alors là, il avait la sève pour peindre. Puis dès l'instant au fond qu'il est devenu un fonctionnaire de la peinture, cette sève se tarit et la peinture de David devient de plus en plus, je dirais, plate et répétitive. Regardez par exemple ceci, c'est encore pendant l'Empire, c'est 1814, c'est la fin, mais enfin quand même, c'est Léonidas au Thermopyle, mais c'est fou ce que ça bavarde pour rien, ce tableau-là. Je veux dire, vraiment, tous les personnages ont beau être sortis de bas-reliefs ou de sculptures antiques et être regroupés savamment, c'est au fond tellement savant qu'on se demande bien ce que Léonidas continue à attendre à ses Thermopyles. Au fond, si vous voulez, toute la verve a complètement disparu. Et ces derniers sursauts de verve ne survivront pas en fait à l'exil dans les toutes dernières années de sa carrière. Quand il peint encore à Bruxelles, David peindra, j'ose dire, tristement. C'est ainsi que c'est les dernières années que date l'œuvre que vous avez sous les yeux, aujourd'hui propriété du Kimball Art Museum de Fort Worth. Vous avez vu, vous avez eu l'œuvre de Fort Worth hebdomadaire. Toujours est-il, voilà donc ce tableau, ça représente la colère d'Achille au moment du sacrifice d'Iphigénie. Donc inutile de dire que ça c'est Achille, ça c'est Agamemnon, la communiante c'est Iphigénie, et la dame qui pleure c'est bien sûr sa mère.
Mais j'aimerais simplement que vous remarquiez à quel point cette composition est laborieuse, à quel point les attitudes sont contraintes, à quel point la mimique même est caricaturale, et au fond, à quel point on a l'impression que David se pastiche lui-même, mais sans plus y croire. Et donc, c'est très curieux de constater que cet homme a été grand tant qu'il a au fond illustré une cause à gagner. Mais dès l'instant où cette cause est gagnée et qu'on lui demande d'en faire le constat, alors David retombe véritablement. Voilà donc, c'est en quelques mots la présentation de l'œuvre de David. C'était une présentation sévère, jamais. Ce qu'il convient de dire, c'est qu'en effet, la part peinture pure de David n'est qu'une partie, je dirais, de son génie. Je dirais que le meilleur de lui-même, il l'a gardé pour l'enseignement. David était un homme trempé dans la mémo que Winkelmann. Il avait l'impression de parler pour l'éternité. Il avait l'impression que les vérités qui sortaient de lui étaient vraiment puissantes comme un décalogue. À l'Institut de France, donc, David avait son atelier et a enseigné des générations et des générations d'élèves. Pendant toute la période de l'Empire, en fait, c'est lui qui a fait à peu près, non pas à peu près, tous les peintres du mouvement néoclassique. C'est lui qui a fait Prudhon, c'est lui qui a fait Gros, c'est lui qui a fait Gérard, c'est lui qui a fait Ingres, pour ne parler que lui, et des centaines d'autres qu'il conviendrait peut-être de citer. Jeunes gens qui étaient astreints à une discipline d'hoplite spartiate. À 5 heures du matin, on était sur place. Et on a un document, c'est séance de modèle à l'atelier de David, dû à un peintre complètement oublié de nos jours, il s'appelle Cochereau. Et voilà, la présentation de cet atelier, avec très peu de lumière pour étudier le clair-obscur sur le modèle, le plus possible de chaleur, parce que quand même il ne faut pas que les modèles s'enrhument, et les élèves ici en train de travailler dans cette espèce de sacerdoce effarouché d'avant l'arrivée de David. Regardez, ils sont déjà pressés les uns contre les autres d'angoisse. Voilà donc comment ont travaillé les élèves de David. Alors, l'essentiel était un travail de toutes les minutes. On commençait le matin à 5 heures par le crayon, on continuait par la sanguine, on passait ensuite à la gouache, et quand on était bien réveillé, au lieu de cappuccino, c'était l'huile. Et on multipliait et remultipliait ce qui pour David était le seul sujet digne d'attention, le corps humain, point 1, et masculin, point 2, parce que dans le corps d'une femme, comme chacun sait, il n'y a surtout pas de vertu, tandis que dans le corps d'un homme, il y a le patriotisme, bref, tout ce qu'on peut imaginer. Il faut dire que cette manie, on peut dire cette manie de l'académie, David l'avait déjà subie. Quand il était très jeune, il avait lui aussi passé par l'Académie royale de peinture, et je vous ai dit, il avait travaillé chez Vien. Et Vien, son maître, avait le même respect idolâtrique du corps humain. Voilà donc, pour entrer en matière sur ces travaux d'élèves, une académie qu'on appelle Patrocle, elle est due à David quand il était tout jeune peintre. Vous voyez, si j'ose dire, que ça promettait. Alors c'était simplement pour justifier ce goût de l'académie chez David. Mais maintenant, voyons ce que faisaient ses élèves. Alors au début, ça donnait ça à peu de choses près. Alors, je pense que vous voyez que c'est déjà pas mal, mais franchement dit, c'est pas tout à fait ça. Hein. Pourtant, ça porte une jolie signature, c'est M. Géricault. C'est la première académie signée par Géricault dans l'atelier de David. Alors elle est encore très maladroite, c'est vrai, il y a encore plein de choses à dire, et Dieu que David a pu les lui dire, mais enfin, c'est déjà pas mal. Je veux dire, il fallait quand même savoir faire ses gammes quand on entrait chez David, bien sûr. Et on possède aujourd'hui, dans les caves et les greniers de l'école des Beaux-Arts, non pas des centaines, mais des milliers, peut-être même des dizaines de milliers de toiles de ce genre-là, qui ont été au fond les travaux préparatoires de ces fameux élèves. Ça, c'est déjà beaucoup mieux. C'est d'ailleurs le facteur Jérôme, hein, vous l'aurez remarqué. On le reconnaît, si j'ose dire. Puis ça, c'est encore un petit peu mieux. C'est plus Jérôme, mais il a le même nombril, tout au moins. La draperie est très très belle, hein, vous remarquerez. David là était très content, marquer son approbation. Le même modèle sert pour une troisième académie que vous avez ici, pleine, je dirais, pour une fois, de personnalité, peut-être trop. Le côté un petit peu bandit italien du profil a dû un tout petit peu refroidir notre David. La quatrième, par contre, alors, va remporter toute son adhésion. Alors là, ça a retrouvé tout le côté albâtre que chérissait tellement le maître. Eh bien, les 4 académies que vous venez de voir, c'est les académies sauvées de Ingres
Autrement dit, dans l'immense production des académiques et la sienne, comme tous les autres, on a sauvé 4 académies que vous venez de voir. C'est ces travaux d'élèves, c'est ces gammes, si vous le voulez. Et celle que vous avez sous les yeux maintenant, qui est aujourd'hui conservée à Montauban, au musée Ingres, c'est celle qui a valu vraiment l'imprimature, la bénédiction, le droit de baiser le pinceau. Autrement dit, David a exprimé son contentement et a décrété que Ingres obtiendrait ainsi le prix du torse. Il y a David pour inventer des trucs pareils. Il y avait le prix du torse. Et quand on avait le prix du torse, on avait le droit de concourir pour le prix de Rome. Vous connaissez la perversité de ces professeurs de l'École des Beaux-Arts de Paris, inventant chaque année des sujets plus alambiqués et plus mythologiques, histoire de mettre dedans leurs pauvres élèves, et surtout histoire de vraiment les obliger à faire valoir toutes leurs connaissances. Alors, notre Ingres, ayant eu son prix du torse, vous l'avez encore sous les yeux, en 1801, reçoit le sacro-saint petit papier et va donc s'enfermer dans un isoloir avec son petit papier, isoloir dont il ne ressortira que l'œuvre peinte. Alors le sujet c'est « Les ambassadeurs d'Agamemnon et des principaux de l'armée des Grecs, virgule, précédés des héros, virgule, arrivent dans la tente d'Achille, où ils rencontrent Patrocle, virgule, pour le prier de bien vouloir entrer dans la mêlée. » Point. Autrement dit, c'est le fameux moment, bien sûr, où les Grecs tentent de fléchir la colère d'Achille. Alors, ce sujet-là est un sujet, bon, je dirais, moins difficile que beaucoup d'autres, quand même. Voilà donc au moins toute une partie de cette œuvrette. Parce que, bon, vous reconnaissez d'ailleurs le facteur Jérôme en Patrocle, hein. Il a un nombril qui ne trompe personne. Toujours est-il donc, le tableau est livré. Voilà, vous voyez un petit bout d'ambassadeur ici. Vous voyez Patrocle, pseudo-surpris avec sa musique à bouche à la main. Et bon, c'est admirablement bien peint. C'est tout ce que l'on demandait d'ailleurs. Il y a même un peu de souffle là-dedans. Et donc, Ingres est décrété prix de Rome. D'abord, si vous permettez, j'aimerais revenir maintenant à Ingres, revenir au fond à qui il est, d'où il sort. Nous le reprendrons tout à l'heure dans ces mêmes années 1802. Rappelons très rapidement donc que Ingres a vu le jour le 29 août 1780 à Montauban. Il était l'aîné d'une série de 6, l'aîné de Jean-Marie Joseph Ingres, sculpteur, peintre et architecte à la fois. Ce qui se dirait aujourd'hui décorateur, ce qui se disait à l'époque ornemaniste. Sa mère s'appelait Anne-Marie Ingres Moulet. Elle était fille d'un perruquier à la cour des Aides. À Montauban, on était très perruque, si j'ose dire. Donc, il est né dans un climat bourgeois, et même, disons, plutôt assez haut bourgeois. Premières études avec son père, qui lui apprendra d'une part à dessiner et d'autre part à faire grincer un violon, comme chacun sait. Très jeune, à l'âge de 13 ans, le père décide que son talent ne suffit plus, il faut un maître, et il envoie donc le jeune Jean-Auguste Dominique à l'Académie de Toulouse. Alors, il travaille chez un peintre qui s'appelle Roch, qui lui apprend à adorer Raphaël, et puis il travaille chez un dénommé Lejeune, maître de violon, qui lui apprend à adorer Mozart. Alors, ce qui est extraordinaire, et j'espère que vous m'avez encore suivi là, les deux passions qu'il découvre à l'âge de 13 ans ne le quitteront jamais de toute sa vie. Le culte qu'il aura pour Raphaël, envers et contre toutes les marées de l'époque, car Dieu qu'on n'aimait pas Raphaël dans ce début du 19e, son culte pour Raphaël sera indéfectible. Et son culte pour Mozart, et qu'est-ce qu'on n'a pas aimé Mozart dans le 19e siècle, son culte pour Mozart sera tout aussi indéfectible. Avec Ingres, vous avez affaire à un grand fidèle, je peux vous dire. Les premiers amours, il les gardera jusqu'à son dernier soupir, et il a le temps, comme vous le savez sans doute déjà. Voilà. Et puis quand il a terminé ses fameuses études à Toulouse, eh bien tout simplement, il monte à Paris, il s'inscrit chez David, et nous le retrouvons exactement là où nous l'avons laissé, c'est-à-dire prix de Rome en 1801. Effectif 1802, mais départ non garanti. Il lui faudra attendre dans cette espèce de climat d'anxiété où il n'est pas encore peint, mais plus du tout élève. Je vous ai dit, je crois, c'est l'époque des expédients. On fait ce qu'on peut, il faut trouver des clients, mais on n'en trouve pas pour la simple et bonne raison qu'on n'est pas peintre, on n'est pas allé à Rome.
Donc, c'est un moment extrêmement difficile de la vie d'Ingres. Alors, il commence par faire son autoportrait, histoire de s'occuper. C'est une splendeur, d'ailleurs, cet autoportrait, dans un ton complètement romantique, déjà, je dirais. Il l'a exécuté à Paris pour se faire la main, parce qu'il n'y avait plus personne qui lui demandait le moindre tableau. Alors, arrive 1805, arrive le fameux Sacre, David s'en est chargé, puis il faut naturellement pour l'Europe entière des Napoléons en costume du Sacre. Vous vous souvenez que depuis des siècles, en peinture, il y a toujours un peintre ordinaire du roi qui tartine et retartine ce genre de carte de visite qu'on envoie ainsi de cours en cours. On l'a encore vu avec Goya, ne serait-ce que la semaine passée. Alors, le pauvre David est tellement occupé par l'immense tableau du Sacre qu'il brosse à toute vitesse ce tableau-ci représentant Napoléon Ier, empereur des Français, en tenue du Sacre. Napoléon avait beau avoir mauvais goût, même lui a vu que c'était un mauvais tableau. Même lui. Donc, le tableau de David n'a pas été considéré comme version officielle. Et on l'a mis au concours. Alors, justement, tous ces pauvres jeunes peintres qui n'étaient pas peintres se sont rués sur le concours, histoire de se faire un nom. Et notre Ingres fait là son deuxième coup d'éclat. Il remporte le premier prix avec ce tableau-ci. Il est aujourd'hui au musée de l'Armée, ce tableau-là. Donc, Napoléon Ier en costume du Sacre. Il faut dire que ça a l'allure, hein. Eh bien, ça a été le tableau que l'on a peut-être le plus fustigé de tous les tableaux de Ingres. Dieu sait si la critique ne sera pas tendre, et j'aurai l'occasion de vous en parler ce soir, mais ce tableau-là, on s'est véritablement acharné dessus. On a dit qu'il était byzantin, on a dit qu'il était mérovingien, on a dit qu'il était gothique, on a dit qu'il était dans le coup de Jean de Bruges, traduisait Jan van Eyck. Et à cette époque-là, tous ces beaux épithètes, byzantin, mérovingien, gothique, étaient des insultes dont on ne se relevait pas, je vous assure. C'était vraiment dire que le peintre était ce pauvre peintre était un passéiste épouvantable et que vraiment il détruisait un joli talent à vouloir désespérément avoir un génie d'archéologue. C'était pas la mode, que voulez-vous. Et la plus dure, peut-être, des plaisanteries faites sur le tableau a été faite par un de ses meilleurs copains, j'ose dire. C'est le fameux Gérard qui deviendra un jour baron Gérard et qui deviendra un jour un grand peintre d'histoire. Gérard, quand il a vu le tableau fini dans l'atelier d'Ingres, a dit « Depuis Notre-Dame de Lorette, dans tous ses atours, je n'ai jamais rien vu de plus beau. » C'est méchant, c'est horriblement méchant. Mais enfin, Ingres a bien dû accepter. Et le tableau, le fait est, n'a eu strictement aucun succès. Pourtant, et aujourd'hui, il demeure certainement, il est considéré certainement comme le plus beau portrait de Napoléon en costume de Sacre que nous possédions. Enfin, un beau jour de 1806, Ingres a de la chance et il part. Il arrive à Rome le 11 octobre 1806 et il prend sa chambre, la troisième en partant de la gauche de la Villa Médicis, sur la façade principale. Et le jour où il entrera dans cette chambre, il aura l'impression d'entrer dans le monde. J'ose dire, c'est sa naissance. Entrer dans cette chambre d'académie, pourtant toute petite, un peu grisouillarde, etc., etc. Et il l'a tellement attendu. C'est tellement pour lui un rêve, et puis aller à la découverte de l'Italie, c'est tellement presque un fantasme pour lui que vraiment ce moment correspondra vraiment à une sorte de renaissance, je dis bien. Et alors que ses amis feront à Rome 1 an, 2 ans, 5 ans, Ingres fera 18 ans à Rome. Pendant 18 ans, il refusera de rentrer en France. Il y aura toujours quelque chose à faire et il refusera de rentrer en France. Nous ne le retrouverons à Paris qu'en octobre 1824, c'est-à-dire qu'il sera déjà à ce moment-là un homme mûr, et c'est le moins que l'on puisse dire. À Rome, il fréquente naturellement tous les champs de fouilles, tous les grands monuments. Il court entre le Forum, champ de fouilles, la chapelle Sixtine, monument, les loges de Raphaël, hein, vous connaissez les plus grandes pamoisons. À côté de cela, il fréquente tous les milieux d'artistes de cette époque-là, les autres jeunes artistes français, mais aussi des artistes allemands, mais aussi des artistes suisses et des suédois, etc. Tout ce qui passe, et il vit dans cette espèce de formidable milieu culturel du néoclassicisme. Winkelmann est mort depuis longtemps déjà. Il a été surimé presque 30 ans auparavant. Il est mort. Mais, par contre, il a son descendant, un nouveau grand prêtre, et ce grand prêtre, c'est le fameux Antonio Canova. Et Ingres dira lui-même
qu'il a pleuré devant le jugement dernier de Michel-Ange, il s'est évanoui devant l'incendie du bourg de Raphaël, il a connu des élans formidables devant l'Apollon du Belvédère, mais rien ne peut être comparé au choc de sa première rencontre avec Canova. Parce que, et c'est vrai, Antonio Canova était considéré à Rome à l'époque comme le dépositaire du décalogue Winckelmann. Il était le dieu manifesté de la sculpture. Il avait l'aura de Winckelmann sur son ciseau. Et donc, sa sculpture passait pour d'essence littéralement divine. Donc, comme c'est un rapport extrêmement important, le rapport avec Canova, je vous ai amené quelques œuvres. Je rappelle au besoin que Canova est né pas loin de Venise, à Bossagno, nous irons tout à l'heure d'ailleurs à Bossagno, qu'il a étudié la sculpture avec un Vénitien. Bon, oui, la route la plus directe c'était Bossagno-Venise pour trouver une académie. Il a étudié avec un Vénitien qui s'appelle Torretto et qu'il a développé chez ce Torretto une virtuosité absolument hallucinante. Puis, avec beaucoup de virtuosité, mais je dirais pas encore beaucoup d'idées, il a rencontré Winckelmann et il a complètement embrassé la cause du retour à l'antique. Et à l'époque où il nous intéresse, c'est-à-dire justement dans ces années 1806, Canova est le dernier survivant de la première génération des néoclassiques. Donc, la moindre ébauche, la moindre esquisse, le moindre coup de ciseau sur le marbre est suivi par toute une société, le souffle suspendu, le frémissement au bord des lèvres, car véritablement Canova sculpte un peu comme David peignait, c'est-à-dire en état de sacerdoce ou à peu de choses près. Canova se voit commander des œuvres par l'Europe entière. Regardez, ici, la cour de Vienne sollicite une œuvre, et cela nous vaudra le fameux combat avec le centaure, qui est aujourd'hui encore à Vienne, et dans quelle mise en scène, je dirais, au Kunsthistorisches Museum. Deuxième, la Pologne lui demande une œuvre, il fait pour la Pologne le Persée, qui se trouve aujourd'hui dans une mise en scène tout aussi hollywoodienne, je dirais, au Metropolitan de New York. Après, c'est la Prusse qui demande une œuvre, et voilà la danseuse au Crotale qui se trouve aujourd'hui à Berlin, après avoir été l'ornement des parcs royaux, bien sûr. Et la France ne reste pas, bien sûr, en arrière, demande une œuvre, elle aura Eros et Psyché, aujourd'hui conservée au Louvre, et dont vous avez un détail ici. Donc simplement par ces premières sculptures que je vous ai présentées de Canova, je voulais vous montrer que empereur d'Autriche, roi de Prusse, roi de France, etc., tout le monde voudra posséder son Canova. Alors, pour se faire une idée de ce qu'est le génie de Canova, il y a un pèlerinage, on peut parler de tel, il y a un pèlerinage à faire. Lorsque Canova est mort, de tuberculose comme tous les sculpteurs à Venise, il a légué l'ensemble de ses œuvres, esquisses, ébauches et dessins à sa ville natale de Bossagno, plus une somme énorme pour que l'on bâtisse une église à sa mémoire. Bon, on a construit l'église, point 1, et on a mis toutes les œuvres dans sa maison natale, point 2, que l'on a ouverte en tant que musée. Cela s'appelle la Gypsothèque, Gypsotheca Canovania, la Gypsothèque de Canova. Et c'est vrai que c'est une escale à faire lorsque l'on va vers Venise, parce que c'est vraiment un espèce de rêve néoclassique, hors du monde, hors du temps, qui est incroyable. La Gypsothèque est conçue comme une espèce de cathédrale au goût néoclassique. Et vous retrouvez là des œuvres absolument extraordinaires, sous forme de plâtre. C'est tous les marbres que vous pourriez voir dans tous les musées, églises, palais, basiliques ou que sais-je encore du monde. Tous les travaux préparatoires sont là. Et regardez, ne serait-ce qu'en un seul coup d'œil, vous réunissez, pour ceux qui connaissent un peu, j'admets, ici, la statue de la foi de Saint-Pierre de Rome, là, la maquette pour le tombeau de l'archiduchesse à l'église des Augustins de Vienne, ici, la fameuse allégorie de la connaissance de Potsdam, etc., etc. Toute l'œuvre de Canova est donc réunie comme une sorte de peuple de fantômes, je peux dire, un côté ectoplasmique absolument étonnant, dans cette Gypsothèque Canovania, dont je vous recommande vraiment la visite si ce n'est pas déjà fait. Le fait est que quand on passe, disons, de l'entier, qui est de nouveau assez surréaliste, au détail, c'est-à-dire on voit pièce par pièce, alors on comprend mieux l'engouement de tout l'Occident pour l'œuvre de Canova. C'est admirablement fait. Je crois que personne n'a jamais senti le marbre comme lui.
la résistance du marbre, le poli du marbre, la volupté du marbre est incroyablement rendue. C'est une chose. Et deuxièmement, quand même, avec, je dirais, un sens du mouvement, un sens de la grâce, un sens presque de la palpitation de cette grâce qui est assez étourdissante. Comme par exemple dans cette danseuse, les poings sur les hanches, aujourd'hui au Belvédère de Vienne, ou cette Vénus profane, aujourd'hui dans les collections Borghese à Rome. Ou mieux encore, une des œuvres les plus célèbres, dans cette Vénus sacrée, c'est son pendant, mais si j'ose dire habillé, aujourd'hui à Florence. Donc, à Possagno, vous avez tous les peintres originaux qui ont servi ensuite à la version marbre des grandes œuvres de Canova. Et il fallait au moins qu'une, je vous la montre bien, de façon à ce que vraiment vous soyez bien persuadés du génie de Canova. On va lui enlever donc ici son éclairage un peu théâtral et la revoilà dans l'objectivité du midi, si j'ose dire. Mais au moins alors, on se rend compte de la qualité de ce drapé, l'aspect extrêmement saisi, je dirais, du corps humain, et surtout l'extraordinaire volupté que Canova réussit à tirer des moindres articulations de ce modèle. Alors j'ai amené quelques détails pour que vous voyez. Regardez la prise de coup, par exemple, qui est admirable ici, ou le mouvement de l'épaule. La façon aussi dont le sein se détache ici du tronc est comme encadré par la retombée de la chlamyde. La beauté du poignet. Je vous ai amené encore un détail d'ailleurs, voilà, pour que vous voyez la beauté de ce bras sur l'étoffe, et surtout pour que vous vous rendiez compte qu'au fond, vous voyez à 3 dimensions exactement ce que Ingres ramènera aux 2 dimensions de la peinture. Voilà pourquoi je vous ai arrêté à Canova et à son œuvre. C'est tout simplement, mais ça me paraît très important, que le choc de cette rencontre, le choc de l'œuvre de Canova, va véritablement conditionner une bonne partie de l'œuvre de Ingres. Il rêvera d'arriver avec le pinceau à ce même moelleux sensuel que Canova maîtrisait si parfaitement. Même d'ailleurs dans les œuvres inachevées. Regardez, ça c'est la dernière chose que je vous montre, mais c'est absolument étonnant. C'est l'étude pour un grand groupe qui ne verra d'ailleurs jamais le jour, c'est Vénus et Adonis, mais on a tous les coups de polissoir du maître rendus sur l'épiderme, donc on voit absolument comment en fait il savait nuancer la peau de façon à faire sentir en dessous la musculature ou alors tout simplement l'extrême volupté d'un visage ou simplement la liberté d'une chevelure. Donc, sans doute aucun, un des très très grands sculpteurs de l'histoire occidentale et surtout un des grands chocs de notre tout jeune Ingres, car en 1806, Ingres est encore tout jeune. Alors, nous revenons à Ingres maintenant. Il est donc à Rome, il a vu ses chers Raphaël, Michel-Ange, Forum et autres, il fréquente le tout Rome du monde des arts, il sanglote chaque fois que passe l'ombre de Canova et il est prêt à se mettre à peindre. Et voilà un dessin que je trouve très 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 joli et intéressant. C'est Ingres lui-même en train d'achever une de ses premières grandes compositions historiques, Romulus vainqueur d'Acron, qu'il destine à être envoyé à Paris pour figurer au salon. Donc voilà exactement le type de climat et le type d'œuvre que l'on demandait à ces jeunes Romains d'exécuter année après année pour être envoyés au salon. Car, mais ça vous le savez bien entendu, pour être pensionné à Rome, pour pouvoir renouveler son mandat à Rome, il fallait chaque année envoyer une œuvre importante au salon, que le jury du salon allait apprécier et savoir si oui ou non vous méritiez de garder votre mansarde. Alors, année après année, notre Ingres va envoyer ses œuvres. Voilà la première, 1808, le Oedipe et le Sphinx, aujourd'hui musée du Louvre. Alors, c'est une œuvre qui aujourd'hui passe pour l'une des plus classiques que l'on puisse imaginer, je veux bien. Le sujet est en tout cas tout à fait dans les mœurs du temps, Oedipe répondant à l'énigme du Sphinx, le côté grec si vous le voulez, mais surtout le jeune héros infaillible, l'idée de l'homme idéal que le néoclassicisme ne peut pas manquer de faire naître, tout cela est bien sûr très habilement mis en scène. Le tableau est donc envoyé par notre jeune Ingres avec pas mal de fierté à Paris, et c'est un échec total. Paris va hurler de rire et la méchanceté des critiques sera absolument indicible. Ça va depuis son Oedipe ressemble à un garçon perruquier, ce qui n'est pas totalement faux, jusqu'à on se demande où il est allé acheter sa jambe de bois.
tout y passera. Et donc, Ingres recevra, au fond, ses écrits de presse, ses critiques de presse, et avec une amertume totale, se rendra compte qu'à Paris, on ne veut pas comprendre son art. Et néanmoins, avec un courage formidable, il recommence, et l'année suivante, il envoie Jupiter et Thétis. Thétis implorant Jupiter pour qu'elle lui rende Achille, enfin vous connaissez le sujet. Et là, c'est bien simple, on viendra se débonder devant le tableau pour rire et se taper sur les cuisses en disant dans quel eau est-ce que Thétis a attrapé son goitre? Point 1. Pourquoi est-ce que Jupiter, dans sa colère, lui a coupé une jambe avant de l'écouter? Car c'est vrai que singulièrement, la jambe est assez absente, si vous remarquez. Enfin, ce serait trop facile de vous donner tous ces arguments, mais en tout cas, les deux que j'ai cités sont absolument des arguments que Ingres recevra comme ça. Bon. Et personne ne se rend compte, de tableau en tableau, c'est-à-dire de l'Oedipe à la Thétis, que Ingres, à l'encontre de tous les autres, ne se contente pas de reproduire servilement, je dirais, le modèle, mais qu'au contraire, il cherche à le transcender pour lui donner une expression plus pathétique, je dirais. Il fallait ce coup-là pour donner le côté désespéré à la requête de Thétis. Il fallait l'immensité de ce bras pour soutenir l'immensité du torse de Jupiter, ne serait-ce que cela. Autrement dit, Ingres se distance déjà de tous les autres jeunes peintres de son temps en ceci qu'il ne se borne pas à peindre une réalité qu'il a sous les yeux, mais sans cesse il la transfigure, il allonge, il amincit, il épaissit, il rajoute, et pour donner à ses figures une sorte de lyrisme plus grand. Et le lyrisme de cette œuvre-là me paraît extrêmement évident. Troisième œuvre et troisième... Oh non, quand même, on se calmera un petit peu, mais à peine. Troisième œuvre et troisième échec tout de même, c'est après une lecture de Virgile. Autrement dit, c'est aussi un tableau historique qui nous montre l'empereur Auguste, la vilaine Livie et l'adorable Octavie Pamée. On voit naturellement pas dans le tableau Virgile, mais en fait, le sujet, je pense, vous le connaissez. Virgile était en train de lire devant Auguste son Énéide, et il arrive au fameux vers « Tu Marcellus eris », et au nom de Marcellus, qui vient d'être assassiné, Octavie s'évanouit, cependant que Livie, commanditaire de l'assassinat, demeure de marbre. Alors ça nous montre la duplicité de la nature de Livie dans ce tableau-ci, qui à côté de ça est franchement dit assez laborieux, mais juste assez antique pour que pour une fois on ne se moque pas ouvertement de cette composition-là. Et ce que l'on constatera, c'est que la leçon de ces premiers camouflets que Ingres a reçus jeune déjà, va l'éloigner de plus en plus de ce qu'on pourrait appeler le néoclassicisme officiel. Les envois suivants au salon seront de moins en moins antiques et iront de plus en plus dans de drôles de mondes. Autrement dit, même jeune peintre, Ingres se pose déjà en marginal. Il y aura de moins en moins d'Achille, de moins en moins d'Hector, de moins en moins de Patrocle, de moins en moins d'Agamemnon, mais toute une iconographie dont on peut dire qu'il a été le fondateur. Et vous en avez déjà un bel exemple ici avec le songe d'Ossian. Le fameux barde Ossian est représenté là, dormant sur sa lyre et au fond manifestant sous forme de nuée les héros de son Valhalla. Autrement dit, si j'ose dire, c'est du wagnérisme avec 40 ans d'avance en quelque sorte. Le retour à Ossian, le retour à la littérature, appelons-la pré-médiévale, mais absolument pas dans les mœurs, et surtout pas dans les mœurs françaises de cette époque-là. Mais la critique a peur d'avoir l'air idiote et de devoir avouer qu'elle ne sait pas qui est Ossian, donc au fond, qu'on laisse passer. Et Ingres découvre ainsi, à peindre des choses que personne ne connaît, il découvre la tranquillité. Au moins, on n'en parle pas. Alors déjà avec Ossian, c'était le cas, ce sera le cas encore plus avec ce tableau. Si ça s'était appelé Persée et Andromède, on se serait une fois de plus moqué du goitre d'Andromède. Mais ça s'appelle Roger et Angélique. Et aucun Français à cette époque-là ne lisait l'Arioste, l'Orlando Furioso de Arioste, au beau milieu duquel il y a exactement l'histoire de Persée et Andromède, mais c'est Angélique qui va mourir et Roger qui vient la sauver. Alors, du coup, le tableau a passé. Et le fait est que quand on le voit,
notamment la figure de Angélique, et notamment cette déformation formidable du cou ici, lui donne un pathétisme tout à fait étonnant. De même, je dois dire, l'image de ce Roger, car c'est plus, vous le remarquerez, une armure antique, c'est une espèce d'armure médiévalo-renaissanto-maniériste, mais qui est absolument merveilleuse parce qu'elle donne vraiment l'aspect d'une apparition au Roger que vous avez sous les yeux. Et donc, Ingres n'en verra plus que des tableaux de plus en plus petits et avec donc de plus en plus curieux sujets. Nous avons vu donc le songe de Sian, vous venez de voir Roger et Angélique. Après cela, ce sera vraiment la chronique de ceux qui sont ses maîtres, si j'ose dire. Comme par exemple ce tableau-ci qui représente Raphaël et la Fornarina. Oh, c'est pas ce qu'il a fait de mieux, je veux bien, mais c'est extrêmement intéressant comme sujet parce que personne dans ces premières années du 19e siècle n'aurait prêté un godet de gouache à peindre une histoire de Raphaël, parce que ça n'intéressait personne, je vous le rappelle. Donc c'est vraiment une œuvre d'innovateur sur le plan iconographique que fait notre Ingres. Alors, on vient de voir Raphaël et la Fornarina. Vous retrouvez ici, parce que je crois vous l'avoir montré dans les semaines précédentes, une mort de Léonard de Vinci dans les bars de François Ier, qui là aussi est un coup de poing complet à l'iconographie traditionnelle, je dirais, de ce monde. Quant au médiévalisme dont on l'accuse de plus en plus, il trouve son apogée dans cette composition Paolo et Francesca, surpris par le mari. Or là, véritablement, tout Paris commencera à s'inquiéter. On n'avait jamais vu ça jusqu'alors. Et chose extraordinaire, comme les critiques ne veulent pas rester en arrière et qu'année après année, ils sautent le Ingres pour ne pas dire de sottises, ils se disent quand même, il faut qu'on en parle une bonne fois, ils donnent un nom à cette nouvelle esthétique. Donc, en plein néoclassicisme, on inventera pour Monsieur Ingres une esthétique qui fera fortune. Ça s'appellera le goût troubadour. Le fameux goût troubadour qui va tellement marquer en fait la France à travers Prosper Mérimée jusqu'à Viollet-le-Duc sera en fait inventé et on peut dire inauguré par Ingres avec ce fameux Paolo et Francesca que vous avez là. Donnerait-il qu'entre-temps les années ont passé, rassurez-vous, et nous arrivons au moment où Ingres, envoi après envoi, peinture après peinture, est arrivé à 44 ans. C'est donc plus tout à fait un jeune peintre, je dirais. Nous sommes donc en 1824, il y a déjà plus de 18 ans qu'il est à Rome, il commence à avoir envie de rentrer, mais il est très effarouché par Paris. Il lui faut donc, je dirais, un prétexte. Il lui faut quelque chose qui l'oblige à rentrer. Et ce prétexte va lui être fourni par sa ville natale. Alors, pour Montauban, il s'agit de faire, pour le chœur de la cathédrale, pour le maître-autel du chœur de la cathédrale, un tableau dont le sujet est naturellement fixé d'avance. C'est le vœu de Louis XIII. Je vous rappelle, quoique ce soit pas follement intéressant, je sais, mais quand même, je vous rappelle qu'en 1638, Louis XIII, le jour de l'Assomption, a remis les insignes du pouvoir, ce qu'on appelait à l'époque les regalia, à la Vierge, en lui demandant de protéger le royaume de France. Et ce don fait le jour de l'Assomption par Louis XIII a été accompagné du vœu qu'année après année, tous les souverains de France, le jour de l'Assomption, refassent ce geste de Louis XIII, remettre à la Vierge les insignes du pouvoir. Et cela s'est fait jusqu'en 1789. Et en fait, c'est Louis-Philippe qui venait juste, en 1823 pour être tout à fait exact, de rétablir le vœu royal. Montauban saute sur l'idée, et donc ce vœu royal, récemment rétabli par Louis-Philippe, va être en quelque sorte immortalisé par un tableau qui deviendra le tableau patron de la cathédrale de Montauban. Alors on envoie tout ce scénario et toute cette histoire par lettre à Ingres. Ingres travaille, le tableau est terminé en 1824 et Ingres, un peu tremblant, le ramène à Paris. Pourquoi un peu tremblant? Je vous rappelle que jusqu'alors, il n'a jamais entendu que des ricanements à chaque fois qu'il montrait un tableau, ou presque. Donc il a quelques droits de craindre. On montre ce tableau au salon et c'est le triomphe. Dans une France légitimiste, dans une France Louis-Philipparde, dans une France où la bourgeoisie reconnaît les grandes valeurs, ce tableau-là fait un malheur. On viendra par file entière là-devant. Il y aura même des femmes qui viendront avec leur prie-dieu
pour mieux regarder ce tableau-là. Et quand Ingres dira c'est pas tout ça, mais moi il faut que je l'amène à Montauban, tout Paris fera tout pour qu'on le mette à Notre-Dame. Et il faudra que Ingres insiste pour accompagner son tableau jusqu'à Montauban. Il le fera. Il y aura à Montauban des fêtes comme on n'en avait jamais vu depuis le baptême du dauphin de France, ou à peu de choses près. Et donc, le tableau a été installé par Ingres et se trouve aujourd'hui encore à la cathédrale de Montauban. Depuis tout le temps que je vous raconte ça, vous avez eu le temps de regarder, et certainement vous êtes, comme moi je le suis encore, estomaqué de penser que la gloire d'Ingres lui vient de ça. Parce que c'est certainement l'un des plus mauvais tableaux qu'Ingres ait jamais peint. Son Louis XIII est une pâle copie d'un tableau de Philippe de Champagne, alors vraiment d'une maladresse et d'une raideur de baraque foraine. Quant à sa Vierge, c'est la ressucée d'à peu près toutes les Vierges de Raphaël mises ensemble, lesquelles auraient été trop alimentées aux produits laitiers. Donc, véritablement, dans ce tableau-là, l'inspiration est d'une insigne médiocrité. Eh bien, vous voyez que de temps en temps, ce n'est pas le génie du peintre, c'est l'intention que l'on salue. Et c'est l'intention légitimiste de ce tableau qui lui a valu la faveur du public. Et dès lors, notre Ingres est lancé. Donc, des milieux de plus en plus officiels vont lui commander des œuvres de plus en plus prestigieuses. Après Louis-Philippe, ce sera Charles X qui commandera pour le Louvre un plafond représentant l'éternel, enfin non, la fameusissime, je devrais dire, apothéose d'Homère. Vous l'avez ici. C'est donc de nouveau une commande royale. Après Louis-Philippe, c'est son successeur Charles X. Donc, il s'agit de représenter Homère, couronné par toutes les vertus possibles et imaginables, et entouré par tous ceux qui sont un peu l'émanation de son génie propre. Alors, vous les reconnaissez, puis l'œuvre est tellement célèbre, ça va jusqu'à Racine, Corneille, Pascal, Molière, que vous retrouvez ici en particulier. Il y a tout le monde réuni donc autour de Homère, dans une composition qui est certainement savante, mais enfin, j'entends aussi, presque aussi peu inspiré que tout à l'heure le veut Louis XIII. Alors voilà donc cette apothéose de Homère. Je dois vous dire quand même que cette deuxième commande de grand prestige, cette deuxième commande grand solennelle, sera un tout petit peu moins suivie par le public. Il y aura succès d'estime, mais plus rien de l'immense fièvre du vœu de Louis XIII. Ce qui n'empêche que ça continue. Et que, encore une fois, après donc le vœu de Louis XIII, après l'apothéose d'Homère, l'évêque d'Autun demande au même Charles X d'obtenir que Ingres peigne pour la cathédrale le martyre de Saint Symphorien. Je vous rappelle que Saint Symphorien, c'est le saint d'Autun par excellence. Et l'évêque, qui est un historien bavard, met 18 pages d'une écriture d'évêque à détailler tout ce qu'il faut sur le tableau. Saint Symphorien doit être en train d'aller vers le temple de Diane mené par ses bourreaux, parce que si jamais il sacrifie quand même en abjurant, alors on le laissera tranquille, mais que s'il n'abjure pas, on le... 18 pages que le pauvre Ingres, parce que le roi, en fait, agit au nom de l'évêque, l'a demandé, 18 pages que Ingres traduira dans ce laborieux tableau. Et de nouveau, le public passera, mais avec encore moins, je dirais, d'enthousiasme. Autrement dit, se rendant compte qu'avec le grand genre et la grande peinture, il est en train de s'enferrer, Ingres fermera la parenthèse, ou fermera l'épisode. Le martyre de Saint Symphorien est sa dernière composition mythologico-historique, ou disons la dernière composition de ce qu'on appelait à l'époque le grand goût, ou si vous préférez, la grande esthétique. Donc, nous pouvons ouvrir le deuxième volet maintenant, Ingres et le portrait. Parce que naturellement, c'est beaucoup plus beau encore que tout ce que vous avez vu jusqu'à présent. Voilà donc devant Ingres confronté à la personne humaine. Son maître David avait été aussi portraitiste. Et curieusement, David, qui a fait de fort beaux portraits, détestait le portrait, avait peur du portrait, appréhendait le portrait. Lorsqu'il a peint, par exemple, Monsieur et Madame Lavoisier, ce magnifique tableau qui est aujourd'hui au Metropolitan de New York, il a commencé véritablement par tout faire, même tomber malade, pour ne pas aller aux séances de pose et pour ne pas achever le portrait. Lorsque, quelques années plus tard, il a peint Monsieur Sérisia, c'est une merveille d'ailleurs ce portrait-là, aujourd'hui conservé au Louvre, lorsqu'il a peint Monsieur Sérisia, c'est de nouveau parce que Monsieur Sérisia l'avait caché pendant 6 mois où les tribunaux révolutionnaires le poursuivaient, lui David. Et vraiment Monsieur Sérisia lui a dit, mon portrait, vous me le devez bien.
Ben, David n'a pas pu naturellement refuser plus et il a signé ce portrait qui est une pure merveille. De même, dernier David que je vous montre, l'Olympienne, Madame de Verminac, que vous avez sous les yeux, il a fallu vraiment toute l'insistance de Madame de Verminac pour que David finisse le portrait. Je rappelle à ceux qui ne le sauraient pas que Madame de Verminac, née de la Croix, est la sœur aînée d'Eugène de la Croix, celle que vous avez là. Elle était devenue donc épouse du vicomte de Verminac et une des femmes les plus lancées, en même temps dit-on que les plus légères de Paris. Mais toujours est-il, le portrait est véritablement l'illustration de tous les dogmes du néoclassicisme, et ne serait-ce que dans cette espèce de froideur à la fois voluptueuse et gelée, David a créé certainement l'un de ses tout grands moments de peinture. Donc, ce que j'essayais de vous dire en vous présentant trois portraits de David, c'est que cette école du portrait, cette tradition du portrait, Ingres l'a reçue de son maître. Ingres l'a véritablement, comment dire ça, pris, si vous le voulez, des moelles même de son maître. Et donc, très jeune et normalement, il se lance lui aussi dans le portrait. Et en fait, disons bien, je vous oblige à un retour en arrière, parce que nous allons de nouveau suivre toute cette vie de Ingres. Nous allons le trouver à Paris, nous allons le suivre à Rome, retour à Paris, etc., où il peindra au fond, et sans se lasser, la société pré-impériale, impériale, post-impériale, royale et re-impériale, mais cette fois-ci sous le Second Empire. Au fond, je dirais que de 1800 à sa mort, 1867, il peindra au fond tous les frémissements de la société de son temps. Vous vous souvenez que nous avons tout à l'heure abordé à ce moment douloureux où il n'est pas encore ceci, mais plus tout à fait cela, ce moment où il est pris de Rome sans Rome. Eh bien, pour gagner sa vie, nous l'avons vu faire le portrait de Napoléon Ier, il y aura quand même de temps en temps des clients. Et parmi les clients, attirés d'ailleurs par la beauté du portrait de Napoléon Ier, il y a Monsieur Rivière. Monsieur Rivière était un des grands fonctionnaires impériaux de cette époque-là, et puis il avait une Madame Rivière, et puis il avait une fille, Mademoiselle Rivière. Bien. Et il a choisi cette Ingres dont personne n'avait jamais entendu parler pour faire trois portraits, moi, ma femme et ma fille. Ah, très, si je veux dire, traditionnaliste comme démarche. Voilà donc Monsieur Rivière, jeune encore, très beau portrait, presque qu'aurait pu signer David, en fait, tellement c'est classique, je dirais, d'approche. Puis a été faite Madame Rivière, et alors ça, regardez bien, David n'aurait pas pu faire ça. Je veux dire, il y a déjà des originalités formidables. On est avant le séjour romain. Il n'a pas 30 ans, notre Ingres. Et c'est déjà génial. C'est déjà révolutionnaire. Cette torsion du bassin, cette façon d'occuper, au fond, cette sorte de grand ovale par un corps traité comme en baïonnette, c'est d'une nouveauté extraordinaire. Et réassouplir ce corps par les somptueux mouvements de ce châle brodé d'indienne est aussi une audace formidable. Savez-vous qu'on parlera, mais beaucoup plus tard, c'est les Goncourt qui diront ça, on parlera de japonisme à propos de cette œuvre. Et c'est assez vrai. Il y a cette espèce de goût comme cela pour des lignes tordues et en quelque sorte rétablies par une arabesque, l'arabesque du châle, dans cette œuvre. Donc, Madame Rivière. Et comme si vraiment le génie lui naissait comme ça, à chaque coup de pinceau, après Monsieur Rivière, qui est assez classique, après Madame Rivière, qui ne l'est plus, regardez Mademoiselle Rivière, qui est extraordinaire, parce que c'est une espèce de... une de ses réussites, comme on a l'impression qu'on n'en fait qu'une dans sa vie, et pourtant il en refera, je vous assure. Voilà donc Mademoiselle Rivière, un portrait presque florentin, si vous remarquez, un côté presque ghirlandaio, je dirais, dans l'intransigeance de ce modèle face à l'immensité de ce paysage. Drôle de gageure d'ailleurs que Ingres accepte, puisqu'il n'a jamais vu Mademoiselle Rivière. Mademoiselle Rivière était morte 3 mois avant. Il ne l'a jamais vue. C'est donc un portrait fait sur ce qu'en disaient son père et sa mère. Et ils en ont été, il faut le dire, follement épris de ce portrait-là. Alors voilà donc cet admirable portrait qui est tellement important que je vous ai amené le détail du visage, qui est certainement un des visages les plus attachants que Ingres ait jamais peint. Toujours est-il qu'après ces portraits des années 1805, il peut partir à Rome, 1806. Et voilà maintenant les portraits romains. Alors je me rappelle qu'un étudiant a le devoir, à la Villa Médici, de travailler pour ces fameuses envois au salon, mais il a la liberté aussi de peindre pour lui, et même de se faire rétribuer. Donc, tous les jeunes peintres de la Villa Médici couraient les grands hôtels et les grandes places pour se trouver des touristes assez argentés qui se passent peindre.
Et il y en a qui faisaient véritablement des industries de cet art du portrait. On collait un Anglais devant le Colisée, on collait un Polonais devant l'Arc de Constantin, et puis on leur livrait ça pour quelques francs, mais on vivait avec cela. Ingres est à la fois trop compassé et trop timide pour le faire. Donc, n'osant pas, il peint ses amis. Tout simplement, il peint ses amis. Il faudra vraiment que ses amis le fassent connaître pour que commence à venir à lui une clientèle. Alors voilà justement ces portraits d'amis. Voilà le moine qui sera graveur et sculpteur plus tard, mais qui est simplement son voisin de chambre. Et un portrait, je trouve, d'un romantisme absolument superbe. Ce petit portrait, le premier portrait romain de Ingres, est aujourd'hui à Kansas City, au musée de Kansas City. C'est une œuvre vraiment absolument extraordinaire. Puis deuxième portrait, c'est toujours un ami, c'est Granet, autre français, peintre, lui, né à Aix-en-Provence, inséparable d'Ingres, et qu'Ingres peint, non pas devant la Villa Médicis, comme on le dit trop souvent, mais devant le palais du Quirinal. Ça, c'est le palazzo du Quirinal, ici. Mais ce qui est important, c'est naturellement la beauté de ce portrait, de nouveau, tout à fait dans l'esthétique du romantisme, tout y est, le grand col, la cravate négligemment nouée, le grand manteau, l'orage qui menace, les yeux vertériennement fixé sur l'horizon lointain. Enfin bref, c'est le héros romantique dans toute sa séduction, mais aussi, disons, dans toute l'affection du peintre, puisque Granet et Ingres étaient aussi inséparables qu'Ingres est le moine et que le moine est Granet. Puis, s'étant fait connaître par ces trois portraits, il commence à vaincre sa timidité et sa raideur, et donc à accepter des clients. Et le premier, c'est M. Moltedo. Ce Moltedo était un Corse, grand fonctionnaire de l'administration impériale. Napoléon n'oubliait pas les Corses, ne l'oubliez pas, et nous sommes en 1807. Alors, grand fonctionnaire de l'administration impériale où il était directeur des postes. Et M. Moltedo a été peint ici par Ingres, comme M. Moltedo l'a demandé, c'est-à-dire avec quelque chose qui fasse qu'on n'oublie pas que c'est Rome, le Colisée que vous voyez apparaître ici. Mais on sent qu'alors tout l'intérêt d'Ingres a été de peindre ce visage extraordinaire, mais surtout ce rapport merveilleux de la blancheur du linge et la qualité, si vous voulez, du drap de l'habit brun. Et ce rapport du blanc au brun est absolument extraordinaire. Ce portrait qui est exécuté, mais regardez ça, à la boutonnière près. Ce portrait est aujourd'hui au Metropolitan de New York et il est considéré comme un des premiers grands portraits de Ingres. Et pour vous montrer que les mises en scène ne variaient guère, après M. Moltedo, enfin après Granet devant le Quirinal, après Moltedo devant le Colisée, voilà maintenant le comte Gourieff devant le Pincio. Alors là, on voit que la clientèle monte, si j'ose dire, puisque le comte Gourieff sera tout bientôt ambassadeur de Russie à Rome. À ce moment-là, il est tout simplement en voyage de noces, je veux bien, mais enfin, c'est déjà une entrée en fait dans le monde qui sera le monde de ces commanditaires par ce tableau-là. Mais j'espère surtout que vous avez bien vu la parenté assez extraordinaire des trois portraits, Granet, Moltedo, Gourieff, même façon de camper le personnage, même façon de les inscrire sur un paysage, même façon de les montrer sur un ciel tempétueux. On sent très bien vraiment toute cette progression dans le temps des œuvres de Ingres. Maintenant, nous sommes toujours dans ces années 1807-1808, voyons quelques portraits de femmes, avec d'abord un des plus beaux, je crois qu'il ait jamais peint, parce qu'il est d'une simplicité, je dirais, d'icône, tout cet accord en noir de la robe et jaune du châle, merveilleux. C'est Madame de Vausset. Madame de Vausset, elle n'a pas l'air, mais menait une vie épouvantablement scandaleuse à Rome, à cette époque-là, presque une vie avant la lettre de demi-mondaine, mais qui gardait toujours des allures de vierge, nous dit-on. Alors là, voilà, ici, peinte par Ingres à la demande de son futur mari de comte d'Amand. Et sitôt après Madame de Vausset, deuxième, je dirais, chef-d'œuvre, c'est Madame de Senones. Madame de Senones, une lyonnaise, en fait, qui venait d'épouser le vicomte, puis comte de Senones. Alors ça, c'est un tableau absolument formidable. On voit très bien que Madame de Vausset est antérieure, parce que c'est la même façon de rendre l'implacable ovale du visage, la même façon de réduire le visage, au fond, à cette forme presque fruitée, tellement elle se veut sensuelle, si vous le voulez. Mais lorsqu'un peintre veut exalter son modèle, le peintre se met au pied de son modèle. Tout portrait est peint toujours contre haut, du bas vers le haut, ça donne de la grandeur. Et Madame de Senones va à rebours de l'habitude. Nous sommes au-dessus de Madame de Senones, si vous remarquez.
est grand fonctionnaire de la cour de la grande duchesse de Toscane, laquelle s'appelle Elisabeth II, comme chacun sait, et la seule preuve. Donc tout ça se passe en famille, bien sûr. Alors, Madame Leblanc a posé ici pour Anne, et si j'ose dire, elle a posé en rien du tout. Sur un fond noir, elle a une robe noire, elle a un fauteuil noir, et puis la seule chose qui vient faire vivre ce tableau, c'est un prodigieux châle indien que vous avez ici. Et en dépit de cette série de rien, le portrait est suprême. Il est mené, mais littéralement de main de maître. Alors, pour que vous en convainquiez vraiment, j'ai amené aussi des détails, parce que c'est dans le détail qu'on a tout mis. Regardez cette façon de rendre le bras sous la gaze de la manche. Regardez cette façon de rendre tout d'un coup le brillant du satin à ce nœud, ne serait-ce que pour mieux faire valoir la matité de la peau ici. Regardez cette façon de représenter en fait le bras sur la soie de la robe, sans qu'il n'y ait jamais de ligne qui le délimite. Le bras a une totale inconsistance, et le modèle gagne lui-même cette inconsistance. Et cela d'autant plus que, je dirais, en contrepoint de cette façon de laisser flotter les lignes de la chair, un traite et avec un scrupule formidable la broderie du châle. C'est un peu, si vous voulez, déjà le même rapport entre la robe et les épaules de Madame Poitiers. Mais le châle est travaillé de façon absolument divine, et cette précision dans le rendu du châle rend du coup la main encore plus apparitionnelle, véritablement. Mais ce seul détail-là est absolument typique de toute la recherche d'Inde et me paraît un des plus beaux de l'histoire. Je vous ai dit, c'est le dernier portrait romain de notre Inde. Après cela, il rentre à Paris. Et vous voyez, ça aussi, ça va vous aider à comprendre. Souvenez-vous, il rentre à Paris en 1824, auréolé du triomphe de son neveu Louis XIII. Donc, ce ne seront plus des directeurs des postes qui viendront poser chez lui comme à Rome. Ce seront les plus grands Parisiens. Le lancement du dos de Louis XIII amènera chez lui les plus grands. Et regardez le premier, qu'est-ce que c'est pour ce portrait ça? Cet homme-là, c'est un des hommes les plus intelligents, les plus redoutables et les plus redoutés de Paris, c'est M. Bertin, qui vient de fonder la Revue des Deux Mondes. C'est l'homme qui tient la presse. Et un homme d'une honnêteté, un homme d'une droiture, mais d'une intransigeance, à côté de ça, formidable. Eh bien, l'intransigeance et la droiture, un plat formidablement incarné dans ce portrait. C'est le portrait du grand bourgeois du 19e. Sitôt que M. Bertin a son portrait, on refrappe à la porte de Inde, et c'est encore mieux. C'est Cherubini lui-même. Lequel pauvre Cherubini a l'idée stupide de vouloir être représenté avec sa muse. Faut le faire. Il aurait peut-être trouvé de bons peintres pour ça, mais pas Ingres. Alors le pauvre Ingres a fait ce qu'il a pu pour ne pas donner l'impression que la muse grattait le crâne de Cherubini, mais enfin le tableau est complètement grotesque. Il sera quand même infiniment salué par la critique. Deuxième preuve que je vous donne, qu'il ne suffit pas de savoir peindre, il faut encore savoir ce que l'on peint. Et donc, ce que l'on peint, c'est Cherubini, et du coup, la critique a été heureuse. Et toujours en montant, si l'on peut dire, après donc Bertin, puis Cherubini, voilà vraiment la famille royale elle-même, puisque vous avez devant vous le fameux duc d'Orléans, fils du roi. C'est ce duc d'Orléans qu'au fond tout Paris aimera et qui bêtement se tuera dans un accident de voiture en s'enfonçant le crâne sur un bord de trottoir. Non pas dans sa prime jeunesse, mais bien avant, disons, ce qu'on pourrait appeler sa maturité. Eh bien, le voilà peint par Ingres. Ingres qui l'a peint d'ailleurs 8 fois. 8 fois, il a fait le portrait de ce duc d'Orléans, parce que c'était des commandes que l'on ne pouvait pas refuser. Alors, notre Ingres est vraiment le peintre de Paris, le peintre le plus adulé, et vous pouvez bien imaginer, tout Paris se rue chez lui pour avoir son portrait. Et c'est à ce moment-là que Ingres découvre combien il déteste le portrait. Ingres ne cessera de dire, ne cessera de clamer, ne cessera de gémir, ne cessera de pleurer, en disant « je hais le portrait » ou « portrait que t'ai-je fait » ou encore, devant la toile blanche et le modèle « Madame, c'est infaisable » et hop, il déteste. Et pourtant, on le force, et pourtant, on le flatte, on le séduit, on l'adule, on lui envoie des bourriches d'huîtres, on le couvre de gibier, et il finit par accepter. Il mettra peut-être 12 ans, mais chaque portrait est un coup de génie dans cette grande période parisienne. Alors, je vous ai montré un petit peu la consécration avec les 3 portraits de Bertin, Cherubini et
et le duc d'Orléans. Maintenant, voilà, après la consécration, l'apothéose. Madame d'Aussonville, aujourd'hui New York Collection Frick, un tableau formidable, parce qu'en une époque où, vraiment pour un portrait, on se présentait, Madame d'Aussonville, au contraire, c'est simplement accoudée à sa cheminée et rêve, pourrait-on dire. Eh bien, le naturel de ce portrait, le côté non posé de ce portrait, l'absence de convention délibérée de ce portrait a énormément frappé à l'époque. Il faut dire que Madame d'Aussonville allait devenir femme de lettres, il y a un tout petit côté bas bleu qui lui permettait d'être représentée aussi simplement, car elle estimait que son génie était dans l'acuité de son regard, en quoi elle n'a pas tout à fait tort d'ailleurs. Hein. Alors voilà donc cette Madame d'Aussonville, née Emma de Broglie, représentée par Ingres, est un des premiers tout grands chefs-d'œuvre des portraits de Ingres. Je vous ai juste amené le détail parce que j'adore de la petite jardinière en Sèvres Charles X, le petit rosier, les jumelles de théâtre et les cartes de visite Cornet qui marquent la cheminée de ce très beau portrait. Donc c'est une des toutes grandes acquisitions de M. Frick au moment où il a constitué la collection de New York que tout le monde connaît. Du coup, deuxième portrait du grand monde, après la comtesse d'Aussonville, voilà la baronne de Rothschild. Alors ici, il s'agit de Betty de Rothschild, qui avait épousé son cousin James de Rothschild, le fameux collectionneur, et voilà donc le portrait. Alors là, c'est le portrait mondain par excellence. Là, il a parfaitement compris que c'est ce que voulait la dame. Résultat, il a refusé avec encore plus de ténacité que jamais. Donc il a reçu encore plus de pâté et de bourriche qu'aucune autre cliente n'en a jamais envoyé, et il a fini par faire le portrait pour payer l'addition. En gros, c'est ça. Il a cédé par lassitude, et ça nous a valu ce magnifique portrait en rose, simplement en rose, avec quelques accents de blanc, qui est aussi un des très grands moments de la carrière du peintre. Troisième portrait, à mon avis, de la série, entre guillemets, mondaine, le plus beau, le portrait de la princesse de Broglie. Alors, là encore, toutes ces dames se connaissaient, toutes ces dames se fréquentaient, toutes ces dames se jalousaient horriblement quand une avait pu avoir son Ingres, vous pensez. Alors, Madame de Broglie a aussi mis les grands arguments en avant, mais étant une femme relativement dure, ce qui, si j'ose dire, se voit, elle a obtenu, elle, son portrait en moins de 2 ans. Il faut une ténacité sérieuse. Hein. Alors voilà le portrait que ça a donné, un portrait très sévère, d'une froideur incroyable, où vraiment, alors là, les perles jouent avec le gris-bleu de la robe de façon merveilleuse, mais aussi magnifique page d'introspection du visage humain. Et j'aimerais vous avoir déjà fait constater quelque chose, j'aimerais maintenant vous faire constater quelque chose. Est-ce que vous avez remarqué à quel point, depuis les premiers portraits romains, jusqu'au dernier portrait que vous allez découvrir dans un instant, parce qu'on s'en approche, n'ayez crainte, les modèles d'Ingres n'ont jamais d'expression. Jamais ils ne cherchent à en faire rire, un sourire, un souffrir, un ou que sais-je. Jamais. C'est l'impassibilité d'un regard dans lequel tout peut passer. Au fond, il nous prête les yeux de ces modèles, comme si, au fond, à nos yeux de spectateurs, allaient répondre les yeux du modèle. C'est des portraits en attente. C'est des portraits en attente, comme si vraiment le spectateur, celui qui les regarde, allait leur donner vie. Et je trouve que c'est très typique dans ce portrait de la princesse de Broglie, où vraiment il n'y a rien dans le visage, et pourtant on y lit, mais de façon tellement sous-jacente, l'ironie, jusqu'à un certain point de la dureté, très certainement aussi de scepticisme, une certaine forme de cruauté, mais tout ça en devenir, tellement les traits du visage sont au demeurant impassibles. Alors, de Rothschild en Broglie et de Broglie en Aussonville, de temps en temps, quand même, Ingres aime à peindre des gens plus normaux, si j'ose dire, c'est-à-dire des gens qui ont véritablement des horaires possibles, des séances de pause d'une longueur possible, des robes possibles, ne serait-ce que cela. Donc, au lieu de se faire livrer la robe par le piquet parce que madame ne peut pas venir, il finit par accepter, ne serait-ce que pour meubler son temps et qu'on n'ose pas insister, une clientèle plus bourgeoise. Et c'est le cas tout d'un coup de Madame Gons que vous avez ici. Son mari est quand même fonctionnaire à la cour d'appel, et c'est donc la très haute bourgeoisie du début du Second Empire. Mais c'est un portrait qui, beaucoup plus simple, beaucoup plus direct, je dirais, que les précédents, n'en est pas moins, au moins de la même lignée. En effet, le côté presque vieillot, je dirais, du vêtement de la dame, cette espèce de bonnet, ce noir, ce rose, mais du coup en valeur l'intimisme du visage. Alors quand on dit Gleyre ne pourra pas,
J'espère que j'ai pas dit trop souvent Gleyre au lieu d'Ingres, mais je sais que ça m'arrive de temps en temps. Toujours est-il, l'intimisme dont on dit si souvent qu'Ingres est incapable est au contraire parfaitement révélé dans ce portrait-ci, je trouve. Comme c'est une pure merveille, je vous ai amené de nouveau quelques détails. Regardez la beauté du travail du bandeau et surtout la merveille de l'œil, cet œil. Alors quand on dit que les yeux de Ingres ne savent pas vivre, regardez-moi ça. À quel point c'est beau. Regardez aussi les commissures des lèvres. Je crois que personne n'a jamais peint les commissures des lèvres comme il les peint, lui. Et autre détail du même portrait, pris aussi de façon hallucinamment près, je dirais, le bracelet et ce rendu parfois presque flamand, tellement il est précis, du travail du tressage de l'or ici. Et puis surtout, vous remarquerez, ça c'est un des miracles de notre Ingres, il n'y a jamais de ligne qui cerne quoi que ce soit. Tout se termine comme ça dans une espèce d'ombre, presque de flou, je dirais, qui donne justement sa volupté aux différents modèles. Alors, c'est Madame Gons, en fait, qui va permettre l'avènement de Madame Moitessier. Je dirais bourgeoise pour bourgeoise. Alors, il atteint Madame Gons. Sitôt après, on lui parle de Madame Moitessier, et souvenez-vous du début de la conférence, il refuse avec horreur, et hélas pour lui, il la rencontre. Et c'est le début de cette espèce de duo qui va durer 12 ans jusqu'à la livraison du portrait final. Il y aura un premier portrait, vous l'avez sous les yeux, Inès Moitessier debout, aujourd'hui conservé à la National Gallery de Washington. Bon, hein. Et puis il y aura surtout Inès Moitessier assise, et ça c'est vraiment l'apothéose de Ingres et le portrait. Alors on en a déjà parlé, je me permets, vu le temps qui passe, je sais, de n'y pas revenir, mais surtout, revoyez maintenant cet étonnant rapport entre la précision presque acide du rendu des bouquets sur la soie et la mollesse admirable, la mollesse voluptueuse, non seulement de la peau, mais même, je dirais, de l'ossature de Madame Moitessier. Et ce rapport-là est absolument extraordinaire, parce qu'il accuse du même coup, je dirais, la sensualité même du modèle. Alors, du coup, ce que j'ai amené, c'est surtout des détails, la main qui tient, mais sans le tenir. Regardez, comme si cette main n'avait même pas, je dirais, la force de tenir l'éventail. Tellement, en fait, cette main n'est qu'un souffle, n'est qu'une apparition. Mais sur cette soie incroyablement travaillée, autre détail, voilà, la soie elle-même et le rendu du bijou, du bracelet, formidablement précis sur l'immense océan de la peau de Madame Moitessier. Et puis, dernier détail, mais important, comme Madame Moitessier lui plaisait sous tous ses angles, vous aurez remarqué qu'il a ajouté, petite coquetterie de peintre, un miroir à la droite du tableau pour la reproduire de profil, histoire de faire en un portrait en quelque sorte deux. Et vous avez cet étrange profil presque grec de Madame Moitessier, qui est donc simplement une sorte d'illusion de rêve au-delà du miroir. Avec elle, en tout cas, et avec ce portrait, certainement, l'une des plus grandes œuvres de Ingres. Donc, du même coup, c'est le moment de vous remontrer Ingres. Souvenez-vous, nous l'avons vu au départ, il avait à peine 20 ans, le voilà, si j'ose dire, à l'arrivée, il en a 76. Voilà le tableau qu'il exécutera pour les offices de Florence, la fameuse collection des autoportraits d'artistes aux offices de Florence, avec bien entendu toutes ces médailles, toutes ces nouilles, tout ce qu'il faut. Il n'en est pas peu fier, d'ailleurs, disons bien, mais le voilà donc dans la sérénité, j'ose dire, de l'homme en bout de carrière. Et c'est tout Ingres aura le seul artiste de l'histoire à envoyer aux offices non seulement son portrait, mais celui de Madame. Moi, je trouve ça adorable. C'est tout Ingres, encore une fois. Cette façon de ne pas pouvoir se séparer de son épouse. Naturellement, les offices lui renverront Madame en disant qu'ils n'en ont rien à fiche. Donc, du coup, c'est M. Reinhardt qui l'achètera et elle est à Winterthur aujourd'hui. Voilà donc Delphine Ingres, née Ramel, junonienne aussi, si j'ose dire, quand son mari avait 76 ans. Naturellement, vous pouvez rêver que c'est fini, mais ça n'est pas totalement, parce que j'aimerais rajouter une dernière dimension qui sera rapide, mais qui comporte les plus belles œuvres d'Ingres. Parce que j'espère avoir su vous rendre sensible, depuis le portrait de Madame Rivière, au tout début de sa carrière, jusque même au portrait de sa femme, à la toute fin de sa carrière, j'espère vous avoir rendu sensible à la volupté de Ingres.
cet homme qu'on dit bourgeois du 19e, cet homme qu'on dit coincé comme on l'était au 19e, cet homme qu'on dit sévère comme on l'était au 19e, est en fait un extraordinaire sensualiste, pour ne pas dire un extraordinaire sensuel. Et au fond, cette quête de la sensualité qu'il laisse apparaître de temps en temps dans tel ou tel éclat de peau, telle ou telle courbure d'épaule, telle ou telle enflure de cou, cette sensualité, au fond, il va se l'autoriser dans un troisième et dernier domaine, qui est le domaine des nus. En effet, il y a très peu, mais il y a quelques grandes toiles de Ingres où, au fond, le nu, célébré, mais de façon divine, a été chanté comme peut-être par personne. Alors, pour vous les montrer, voilà la toute première. C'est le début du séjour romain, c'est 1806. C'est juste après Mademoiselle Rivière, c'est juste avant Oedipe le Sphinx. Donc vous voyez, c'est Ingres en train de se faire. Et vous admettrez, c'est déjà prodigieusement beau. C'est la fameuse baigneuse à mi-corps. Regardez, la façon dont l'épaule est trop longue, trop aiguë, mais il fallait cet angle-là, ne serait-ce que pour compenser la volupté du profil. Et ne serait-ce surtout que pour préparer l'aspect, je dirais presque moite du sein qui apparaît ici. Donc, une espèce de jeu de compensation de ligne. De même, le sein est tout faux aussi, comme l'épaule est fausse, le sein est faux. Elle a les seins sous le bras. Ce qui n'empêche que c'était la seule façon de faire chanter de façon aussi merveilleuse la ligne de ce torse. Donc, au début des débuts de sa carrière, vous voyez que ne veut pas se contenter de peindre ce qu'il voit, mais en quelque sorte, il le retranspose sans cesse. C'est le cas du deuxième grand nu, et Dieu que c'est divin aussi. C'est une année et demie après la baigneuse que vous venez de voir, c'est celle qu'on appelle la grande baigneuse, ou baigneuse Valpinson, du nom d'un de ses collectionneurs. Mais elle aussi est invraisemblable. J'entends, les épaules sont trop larges, du moins celle de droite. Le bras est trop long. Il n'y a pas de taille, aucune taille, mais une espèce d'immensité de bassin que vous avez là. Le postérieur est complètement invraisemblable dans la façon dont il est posé, les jambes sont trop courtes. Oui, mais c'est divin comme une caresse. Donc, vous commencez à voir ce que j'essaie de dire. La critique est tombée à bras raccourcis sur des œuvres comme celle-ci, mais vraiment à bras raccourcis. Sous prétexte, croyait-elle, qu'Ingres ne sait pas peindre. Mais il sait si bien peindre qu'il sait aussi métamorphoser. Il sait si bien peindre qu'il sait, en fait, transcender. C'est un art de la transcendance. Et cette volupté d'Ingres est la volupté d'un grand transcendé. Je voulais juste vous signaler que cette même baigneuse de Valpinson reviendra identique à elle-même ou presque des années plus tard sous le nom de Petite Odalisque. Voilà cette Petite Odalisque qui est en fait une reprise exactement du même sujet. Alors, vous avez remarqué, je pense, que Ingres situe ses nus, non pas, disons, dans le modèle d'atelier, mais dans une sorte d'Orient. Ce sont des odalisques, ce sont des dames de harem, ce sont des intérieurs de harem. Ne cherchez pas trop loin, je veux dire par là, tout simplement que, en une époque où il était impensable de peindre un nu pour un nu, regardez les embêtements encore à Manet mardi prochain, Ingres doit passer par un filtre. Et le filtre le plus permissif, c'est celui de l'Orient. Donc, ces dames deviennent des odalisques, ces ateliers deviennent des hammams. Et en fait, justement, dans la volupté de cette peau, il y a quelque chose de peau turque massée au loukoum, qui va d'abord d'une part beaucoup plaire aux amateurs, point 1, mais surtout permettre à Ingres d'exalter cette sorte de respiration de l'épiderme qu'il atteint comme personne d'autre. Alors, ce sont des odalisques, c'est vrai, mais cela ne veut pas dire que Ingres a été un peintre orientaliste. Parce que quand je vois des bouquins sur les orientalistes avec Ingres en première page, ça me fait hurler. C'est l'anti-orientalisme. Vous voulez en avoir la preuve? Eh bien, regardez les orientalistes. Ténébreux, voilà. Mais non pas quelle horreur. Aussi, quelle horreur. C'est Horace Vernet. Ça, c'est un vrai orientaliste. Mais voilà de l'anecdote orientale. Ça, c'est de l'orientalisme. Et quand même, vous voyez bien que c'est quand même prétexte à faire jaillir un sein et s'entreapercevoir une cuisse. Ça sert à rien d'autre. Oui, mais les oripeaux orientaux sont assez présents pour qu'on puisse vraiment parler d'une peinture à prétexte ethnographique.
Je dirais que notre cher Gleyre, est un vrai orientaliste. Lui ne fait jamais jaillir un saint. Ce qui l'intéresse, c'est le jeu des couleurs, le raffinement des couleurs, la finesse des couleurs. C'est les mêmes années qu'avant de Zavisk, hein, n'oubliez pas. Mais Gleyre est un orientaliste parce que sur place, il a étudié le rapport des couleurs, la lumière et les couleurs, et il a apporté cette espèce de gamme formidable qui est la gamme moyenne orientale qu'il a fait découvrir plus tard à ses élèves. Alors Horace Vernet est un orientaliste vergogneux, si j'ose dire. Il lui faut des dames pour montrer, enfin des dames orientales pour montrer un saint, tandis que Gleyre n'a surtout pas besoin de ça. Je dis bien Gleyre cette fois-ci. J'entends par là que vraiment c'est l'aspect, si vous le voulez, apparitionnel de toutes ces couleurs qui justifie cette merveilleuse étude d'une jeune fille de Smyrne. Troisième orientalisme, et après ça on arrête, c'est le conte du Nui. Or oui, Vernet jouait à l'orientalisme et y arrivait presque. Gleyre n'a pas besoin de jouer du tout et il y arrive en plein. Le conte du Nui a beau jouer, il n'y arrive surtout pas. Je veux dire par là, cette odalisque à la turbac que vous avez là est simplement lamentable, point 1, et prouve tout simplement que monsieur le comte du Nui est allé beaucoup regarder d'Ingres, et puis tout simplement qu'il les a vendus aux amateurs de maisons closes, parce que c'est à peu près ça. C'est vraiment du Ingres pour baraque foraine. Alors, Dieu sait si les trois toiles que vous venez de voir à des rapports divers, Horace Vernet, Charles Gleyre et le comte du Nui sont trois œuvres véritablement d'orientalistes qui ont droit à l'étiquette d'orientaliste, alors que, nous y revenons maintenant, notre Ingres n'a jamais même voulu en avoir le droit. Ce qu'il veut, c'est avoir le droit de rêver. Autrement dit, son rêve s'appelle l'Orient et c'est tout. Voilà donc, et maintenant nous approchons vraiment de la fin, voilà donc l'œuvre qui, pour la première fois à grand format, va vraiment immortaliser ce rêve oriental, c'est la grande odalisque du musée du Louvre. Ce que vous avez sous les yeux est une étrange version en grisaille, tout à fait autographe. J'ai pensé plus intéressant de vous la montrer parce qu'elle est moins connue. Elle est au Metropolitan de New York. Même taille, même année que la grande odalisque du Louvre. Mais regardez cette œuvre-là. Vous comprenez maintenant pourquoi la critique tombait à bras raccourcis là-dessus. Cette odalisque est impossible, totalement impossible. Elle a un bras trop maigre et trop long. Elle a un sein trop petit, trop haut et trop sous le bras. Elle a une hanche qui n'en finit pas. Elle a les fesses qui tombent par terre. Elle a une cuisse énorme, un tout petit mollet et une jambe dont on se demande bien à quelle côte elle se rattache. Celle-ci. Elle a, et ça les critiques l'ont dit, au moins 3 vertèbres de trop. Ça c'est pas moi, c'est M. Khératry qui s'est rendu illustre par cette plaisanterie, l'odalisque de M. Ingres a 3 vertèbres de trop. Et c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, mais c'est divin parce que c'est dans ces distorsions justement que Ingres réussit à donner toute la volupté du nu féminin. Vous savez, pendant que M. Khératry faisait rigoler et ricaner tout Paris en disant « elle a 3 vertèbres de trop », Baudelaire, devant la même odalisque du même Ingres, disait une chose sublime, que je cite dans mes notes, mais enfin à peu près par cœur. Baudelaire a dit « le pinceau de M. Ingres a les intransigeances et les maladresses d'un amoureux ». Et c'est absolument vrai, c'est formidable. On a l'impression quand il allonge un bras que c'est pour mieux caresser ce bras. Quand il accuse une hanche, c'est pour mieux caresser cette hanche. Autrement dit, il peint à coups de caresse cet homme-là. On n'a pas dit parfois, et je trouve que c'est allé trop loin, qu'Ingres a au fond prophétisé le cubisme, que ces odalisques sont déformés comme le feront les cubistes, mais pas du tout. Il a déformé ses corps, c'est vrai, mais comme au caprice d'une quête amoureuse. Et je crois que c'est là que son œuvre devient immensément belle. Alors, on se promène encore un petit peu, presque en amoureux sur cet odalisque, avec ce cou trop épais, mais justement tellement beau. Ce visage sans expression, mais justement tellement énigmatique et mystérieux. Cette prise de cheveux trop basse, mais justement, au fond, tellement sensuelle. Ce visage complètement à demi dans l'ombre et à demi dans la lumière qui lui donne alors le mystère fantasmatique d'une apparition, cette oreille placée trop haut, et ces pieds incroyables, ces pieds qui n'ont pas une callosité, pas une. Baudelaire, qui était très amateur, semble-t-il, a dit que l'odalisque d'Ingres a la plante des pieds aussi douce que celle de son nombril. Et je vous assure qu'en préparant mon cours hier matin, je me suis tâté le nombril après m'être tâté les pieds. Ben, moi j'y suis pas, mais elle y est, c'est vrai.
Non mais je plaisante à peine, enfin si, non, je plaisante tout à fait, mais je veux dire, c'est vrai si vous avez remarqué, non seulement, comme je l'ai dit au cours de la conférence, et plusieurs fois, elles n'ont pas d'ossature, tout coule comme cela, tout chante, mais remarquez, elles n'ont pas d'épiderme non plus. C'est extraordinaire. Elles ont quelque chose de miraculeux tendu, en fait, sur leur volume, mais on ose à peine appeler ça de la peau, tellement, en fait, c'est arachnéen, tellement, en fait, c'est transparent. Et je dois dire qu'au fur et à mesure que ces images d'odalisques vont se développer, au fur et à mesure, cette outrance dans la torsion des personnages, ce côté spasme même que certaines auront, celle-ci, par exemple, s'accusera de plus en plus. Après, donc, la grande odalisque, voilà celle qu'on appelle d'ordinaire la petite odalisque ou l'odalisque à l'esclave, celle-ci conservée à Cambridge, Massachusetts, Folk Art Museum, dont d'ailleurs notre Claire a fait une deuxième version ici à Baltimore. Vous avez remarqué, bon, il y a quelques variantes, mais j'entends, sur une sorte de même thème, qui est simplement le thème de la torsion du corps humain. Et quand on regarde dans le détail cette torsion, justement, on se moque que les seins soient trop divergents, la taille soit trop pincée et les hanches trop bombées. Parce qu'après tout, souvenez-vous, on a vu exactement la même chose mardi passé, c'était la Maha Desnuda de Goya, qui, sur un tout autre parti pris, parce que je dirais, le monde fantasmé de Ingres n'est pas celui de Goya. Tout simplement, c'est une autre femme, si vous le voulez. Mais en fait, les libertés d'artiste étaient les mêmes, mais vraiment les mêmes. Mais regardez alors l'efficacité de toutes ces courbes, la courbe du sein, la courbe du bras, la courbe du cou ici, pour mettre en valeur cette courbure en arrière de la tête. C'est absolument extraordinaire. Et ce qui est extraordinaire aussi, c'est de penser que ces femmes-là ont été peintes par un Ingres qui avait 80 ans. Oui, bon, naturellement, le vieux cochon, mais non, justement pas. Justement pas, on l'a dit. Oh là là, on l'a dit. Et comment? Mais justement pas. Car il y a chez Ingres une sorte de respect, mais presque religieux, dans ces accords de ligne et ces accords de courbe, qui vraiment ne pouvaient l'amener qu'au chef-d'œuvre. Et voyez-vous, nous sommes en train d'arriver à ce chef-d'œuvre, et il a plus de 80 ans. On a même inventé la photographie, heureusement, entre-temps. Il a 84 ans sur celle-ci, une des premières, elle est due à Disdéry. Eh bien, l'année même où cette photographie a été prise, Ingres se préparait à mourir. Alors, on venait le voir, il était très vieux, très usé, il voyait un peu mal, il entendait encore plus mal. On venait le voir et on le trouvait toujours ou avec un crayon ou avec un pinceau. Et quand on lui disait, mais maître, mais que faites-vous? Il se retournait et il disait, mais voyons, j'apprends. C'est beau, non? Eh bien, il a appris devant une dernière œuvre, qui est certainement la plus hallucinante qui soit. C'est un peu le testament de sa carrière, et je dirais le testament de la peinture occidentale. C'est cet extraordinaire chant de la ligne qu'on appelle le bain turc, conservé aujourd'hui au Louvre. Alors, vous savez que c'est une histoire de bain, c'est un hammam, tout simplement. Que les historiens d'art se sont rués sur toutes les sources et ont découvert que toute la description de ce bain est due aux lettres d'une certaine Lady Montagu qui a visité et même habité à Constantinople en 1764 et qui donc a laissé des souvenirs de ses intérieurs qui émoustillaient fort, dit-on, Monsieur Ingres, et qui en aurait tiré le tableau que vous avez là. Mais moi, je demeure persuadé que Lady Montagu ou pas Lady Montagu, Ingres ne pouvait finir que devant une œuvre comme celle-ci, c'est-à-dire une espèce de gageure du temps, de l'espace et de la ligne. Ce peintre qui a été tellement fondamentalement un peintre du temps, de l'espace et de la ligne, et nous l'avons vu, ne pouvait finir que devant le presque impossible. Une ligne qui se reprend elle-même, une ligne qui se nourrit d'elle-même, une ligne qui s'engendre elle-même dans tous ces corps amassés ici. Que nous importe que ces jeunes filles soient voluptueuses ou pas voluptueuses, belles ou pas belles, grosses ou... Qu'est-ce que ça peut faire? L'important, c'est de voir avec quelle science incroyable, presque de contrepoint, Ingres a réussi à reprendre sans cesse une même ligne autour d'un même corps en le multipliant à l'infini d'un tableau. Et j'espère que vous avez eu le temps de voir dans cet entier que certains passages sont absolument des citations. Ce dos-là, c'est le dos de la baigneuse de Valpinçon, c'est le dos de la petite odalisque que je vous ai montré il y a de ça quelques minutes, et on la retrouve ici absolument inchangée. Et quand on se met à se promener dans ce tableau-là, alors vraiment, toutes ces lignes, tout ce vertige des lignes, toute cette déformation de la ligne, toute cette exaspération de la ligne prend vraiment toute sa valeur, et c'est formidable de se dire qu'en fait, cet homme de 87 ans qui avait tout peint,
finit avec la chose la plus difficile, mais en même temps la plus poétique qui soit, c'est un jeu de lignes, si j'ose dire, un pur jeu de lignes. Or, je veux dire que vraiment, sans entrer dans le détail, mais regardez les choses comme cela, regardez la façon dont tout cela est repris. Essayez d'oublier, pour ceux que ça pourrait déranger, le côté ama. Bon, d'accord, il existe. Mais essayez de n'y voir que la poésie de la ligne, et alors vous verrez que c'est une œuvre absolument implacable et superbe. Et plus on s'approche, plus c'est dans le détail, plus on met le nez dessus, plus véritablement la beauté de ces lignes devient frappante et surtout devient magistrale. Peindre ça à 87 ans, c'est bien. Voilà, regardez à l'arrière du tableau, celle qui est en train de sécher les cheveux de sa maîtresse en les parfumant avec un encensoir. La beauté impossible de cette poitrine si jeune qu'elle est presque encore creuse. Regardez ça. Et pourtant, de nouveau, quelle promesse de volupté là-dedans. Volupté de ligne, je m'entends. Voilà. Et tout simplement, avant de tourner autour de ces lignes, il faut quitter tout, même le bain turc, et naturellement arriver à une conclusion. Cette conclusion, c'est que le 11 novembre 1867, dans son appartement du quai Voltaire, après 87 ans au service de la ligne, l'un des plus grands peintres de tous les temps s'éteignait, tout tranquillement, comme il avait vécu sa vie entière. Et savez-vous que sa dernière phrase a été « J'ai trop travaillé la peinture et j'en ai oublié mon violon ». Voilà pourquoi je voulais vous montrer comme toute dernière image le fauteuil d'Ingres, le violon d'Ingres, le vrai, réunis au musée de Montauban. J'espère que vous avez eu plaisir à découvrir ce peintre et merci de votre attention.